Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. L'Agartha, une civilisation légendaire qui a complètement disparu aujourd'hui et que l'on connaît à peine, mais qui pourtant apparaît dans toutes les anciennes civilisations. Si cette civilisation de l'Agartha n'est qu'un mythe, comment est-ce possible qu'elle est omniprésente dans le passé et dans les anciennes civilisations ? Est-ce le moment propice pour les découvrir à nouveau, pour redécouvrir l'Agartha? Pour parler de l'Agartha et apprendre qui ils sont réellement, j'ai invité une fois de plus à Jean-Michel Raoux qui va nous en parler aujourd'hui et qui nous invite à les découvrir. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Hervé, Hervé, voilà. Bienvenue encore une fois sur Monde Mystérieux, ça me touche, ça me fait plaisir encore une fois de t'avoir. Merci de m'avoir invité, Hervé. C'est toujours avec plaisir que je vois que tu te donnes beaucoup de choses et que je te souhaite vraiment que ça réussisse parce que tu te donnes beaucoup de choses à faire. Et c'est pas facile toujours pour faire tout en même temps, surtout quand on est tout seul. Bon, félicitations pour ta volonté et ta persévérance. Merci, merci à toi pour participer à ma chaîne à chaque fois et c'est à chaque fois les informations que tu nous donnes, c'est quand même énorme. Donc je te remercie d'y prendre parti et puis qui sait, peut-être que ma chaîne deviendra grande un jour, je sais pas. Non, tu sais, Hervé, elle va devenir grande si tu veux qu'elle devienne grande. Bon, okay. C'est vrai, tu as raison. Voilà, donc aujourd'hui on va voir un thème qui est encore une fois assez incroyable et très intéressant et tu as des informations incroyables à donner à mon public. Et à la fin donc tu feras juste une petite annonce sur ce qui va se passer en septembre. Il va se passer un petit événement en septembre. Je souhaiterais que tu en parles donc ici dans Monde Mystérieux, qui d'ailleurs je pense que je vais participer moi aussi à cette expédition. Donc voilà, on va voir ça à la fin et en même temps voilà, je voudrais te dire à toi et à mon public que voilà, Monde Mystérieux a maintenant 2 ans. Donc on va voilà on va prendre et voilà, merci. Donc j'en profite pour le dire également et voilà, on va dire que voilà, cette vidéo spéciale sur l'Agartha, sur ton invitation à ce contact avec l'Agartha, on va dire que voilà, ça fait partie du cadeau d'anniversaire de Monde Mystérieux pour mon public. Voilà, donc ça me fait très plaisir et voilà, on va commencer sur le vif comme ça. Voilà. Donc je te laisse commencer, Jean-Michel. Bon, mais Hervé, d'accord, tu sais que tu peux me poser des questions. On va pas faire quand même très long pour pas fatiguer l'auditeur. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On a essayé de faire une synthèse. Alors, j'ai utilisé un diaporama, comme d'habitude, un PowerPoint, un diaporama. J'ai des informations à vous donner le 1er mai. Ben, vous voyez, tu vois un peu, ta chaîne va recevoir des informations que peu de personnes connaissent, que j'ai reçues récemment d'un collaborateur, Raymond Spinozzi, qui a un très grand contact avec l'Agartha, qui vient de me donner l'autorisation d'en parler. Et donc, c'est la chaîne Le Monde Mystérieux qui va en bénéficier, puisque je l'ai dit pratiquement à personne, sauf un petit peu à quelques chercheurs ce week-end. Mais sinon, voilà, donc je vais vous avoir en fin de parcours quelques informations très importantes sur ce contact qui va, on peut dire, s'initialiser, on va lancer un appel, parce que le but de tout ça, c'est de lancer un appel sur l'Agartha. Voilà, sur l'Agartha, et cet appel, on va l'initialiser, pour ceux qui le désirent, bien sûr, il n'y a rien obligé. On va l'initialiser le 28 mars. Le 28 mars, qui est le lundi de Pâques, le lundi de Pâques 2016, et donc là, toutes les personnes qui le désirent, on verra tout à l'heure, peuvent participer à cet appel. Simplement, il faut avoir le cœur ouvert, il faut simplement désirer que cette civilisation que tu as appelée de l'Agartha puisse revenir prendre des contacts avec les humains de la surface. Voilà. Donc on peut pas garantir que ça va le faire, mais disons qu'on va lancer un appel, on va répondre à un appel, puisque ça fait, on verra, souvent ils sont régulièrement, ils sont venus à la rencontre des humains, mais malheureusement on va voir que les humains n'ont jamais été vraiment prêts à avoir ce contact. Peut-être que cette fois-ci ils seront prêts. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'Agartha pour faire connaître un petit peu aux éditeurs
ce que nous pensons. L'agartha, on en connaît très très peu. Hein. Faut savoir, hein, ce sont toutes des données. Il y a qu'une ou deux personnes, il y a quelques personnes qui ont pu en contact avec l'agartha. Ce sont des anciens explorateurs des pôles dans les années 1800 et quelques, et surtout l'amiral, le contre-amiral Byrd. Bien sûr. Mais à part ça, on n'a pas de données. On n'a pas trop de données, mais c'est vrai que l'amiral Byrd, voilà, est resté gravé dans l'histoire, on va dire, parce que c'est voilà, il est témoin, il a connu ce monde-là, ce monde de l'Agartha, il a pu y accéder, et donc il en a écrit un livre. Bon, qui sait, peut-être qu'un jour tu reviendras sur Monde Mystérieux pour en parler, mais c'est vrai que ça, c'est encore un autre sujet très intéressant, encore une fois, et voilà. Mais mis à part tout ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a peu d'informations là-dessus. Donc voilà, d'informations fiables. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce que je connais, mais je dis souvent, alors faut pas le prendre mal, ça veut pas dire qu'on est, je dis si vous voulez, c'est pour garantir là, faut pas qu'on rentre dans une croyance ou dans un dogme. Je dis, il faut le voir de certains points de vue, dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai, dans le sens qu'on ne peut pas le prouver absolument, mais il est possible que certaines choses de ce que nous présentons soient avérées, et c'est l'auditeur qui doit le valider par son ressenti ou par ses propres recherches. Nous faisons des propositions. Ce n'est pas un aveu d'ignorance totale. On ne veut pas être prétentieux en disant on connaît la vérité. Je crois que personne ne connaît la vérité, mais on a des éléments de réflexion. Alors, ce qu'on va faire, c'est des éléments de réflexion qui vont être suivis le 28 mars par un début. On va voir qu'il y a plusieurs autres rendez-vous d'appel à l'Agartha qui vont se faire pour ceux qui désirent, pourquoi pas, à terme, rencontrer ces êtres. Voilà. Ok, ben donc alors, voilà, on va voir ton diaporama. Encore une fois, je te remercie de m'avoir accepté une nouvelle vidéo, une interview. On va voir ton travail de recherche, ceux qui ont collaboré avec toi, tes découvertes. Et voilà, je vais dire à mon public, c'est vraiment impressionnant. Donc restez jusqu'au bout, parce que voilà, on va vous en mettre plein les yeux, plein la vue. Voilà. Donc Jean-Michel, voilà, je te laisse un jour. J'espère que tu auras le prix Nobel, mais voilà, moi je te le donnerai. Voilà. Non, je ne sais pas. Je ne crois pas que j'aurai le prix Nobel, parce que le prix Nobel c'est donné à des théories scientifiques reconnues par le mainstream. Je suis un chercheur parallèle, en sciences avancées parallèles, donc je ne pense pas avoir le prix Nobel, mais je ne cherche pas à avoir le prix Nobel. Je cherche simplement que l'ensemble des choses soient reconnues, l'ensemble de chercheurs, de découvertes, de grands chercheurs dont on va parler ici, qui sont des chercheurs aussi parallèles, on puisse être montrés au public. Ouais, c'est sans prétention, hein, on ne cherche pas le prix Nobel. Bien alors, réalité, c'est la question. Alors, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Je l'explique, hein, peut-être qu'un jour on fera une émission sur l'Agartha pure, là, c'est simplement l'appel l'Agartha. Donc, ce sont des données, je ne vais pas m'apesantir, hein, je vais pas, sinon on en a pour des heures et des heures. Donc, on va simplement faire utiliser le diaporama pour balayer. Alors, mythe réalité, mais c'est à vous de décider si c'est un mythe ou une réalité. Alors, mythe, c'est pas forcément négatif, ça ne veut pas forcément dire que ceux qui n'existent pas. On sait qu'il existe des mythes fondateurs, c'est-à-dire des histoires, des faits qui ont été enrobés dans des histoires. On va trouver les mythes anciens de la ville de Troie, par exemple, et ainsi de suite. Donc, en réalité, on sait que certains mythes cachent des faits réels, mais qui sont enrobés dans une histoire. Alors on peut se poser la question, est-ce que l'Agartha est un mythe total, c'est-à-dire une histoire qui a été inventée de par nous, ou alors est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas des faits? Voilà. Alors on va aller dans une enquête. Hein, ça c'est vraiment important de comprendre. Donc, on va faire l'enquête ensemble, un début d'enquête si tu veux. Hein. Oui. Je te suis. Je travaille beaucoup avec un collaborateur depuis 20 ans. C'est M. Raymond Spinozzi qui, j'en ai déjà parlé, a un très bon contact, un très bon ressenti vibratoire, et il a été en contact avec de nombreuses formes d'énergie que j'appelle souvent les INH, les intelligences non humaines. Il a vécu de nombreuses contacts, même du troisième type, on peut dire, avec il fera beaucoup de photos, il a fait des films sur les phénomènes ovnis. Donc on peut dire que c'est un contacté, mais je dirais que c'est un contacté qui va plus loin un petit peu que des histoires classiques de contact. On peut dire qu'il collabore de façon, peut dire, serrée avec ces intelligences non humaines. Donc, on va voir ce soir qui va, cet après-midi, nous donner des informations très importantes sur le contact de l'Agartha, sur l'appel de l'Agartha. Je le salue au passage. On le salue, bien sûr. On le salue.
Les civilisations cosmiques, c'est quoi l'Agartha? La grande définition. Alors, l'Agartha, ce n'est pas une civilisation. Agartha, c'est en réalité un collectif de civilisations. C'est on peut dire une fédération, un petit peu comme l'ONU, on peut dire, pour la Terre. Mais ici, c'est une fédération de civilisations qu'on appelle antédiluviennes, c'est-à-dire qui viennent d'avant le déluge, on peut dire, du dernier grand déluge, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et en réalité, ce sont des anciennes civilisations qui sont réfugiées dans des, on peut dire, à l'intérieur de la Terre. Alors là aussi, on pourrait beaucoup à dire. Est-ce que c'est des grottes? Est-ce que ainsi de suite? Bon, je ne vais pas rentrer dans toute la théorie de l'Agartha aujourd'hui, mais on va pas seulement partir du fait qu'il y a une possibilité de pouvoir aller à l'intérieur de la Terre. Comment on y va, ça c'est autre chose. Et comment ça se présente, c'est aussi notre affaire. Mais on va partir de ce principe-là. Et ça, on va piocher ça on va voir dans les traditions indiennes, par exemple, les Indies, les Indiens de l'Inde, connaissent bien dans leurs livres. Il y a même des prophéties, il y a même des textes qui parlent d'êtres qui sont sortis, on peut dire, de cavernes et à la fin de grandes catastrophes pour repeupler la Terre. Ça, les Indiens connaissent, c'est fait par des traditions, c'est pas les seuls. Et on retrouve un petit peu ça dans toute l'histoire de la Terre. Il y a ces civilisations. Donc, voilà, ça c'est vraiment important. Donc, c'est une fédération de civilisations anciennes qui se sont, disons, plus ou moins abritées lors de grands cataclysmes. Ils ont eu accès à la terre intérieure. Je préfère parler de terre intérieure ou de hollow earth, c'est-à-dire terre cachée, sans rentrer forcément en disant que c'était des grottes. Arrêtez, pour l'instant, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en disant qu'ils ont eu accès à quelque chose qui est à l'intérieur de la Terre. D'accord? Ok. Voilà. Alors c'est un peu confidentiel, il faut savoir, mais on peut le faire, puisque rappelez-vous, de ce qu'on dit, rien n'est vrai, donc on peut se permettre de dire des choses. Bien sûr. Donc ici, donc c'est bon ça. Bien sûr. Donc c'est un dossier confidentiel. Il faut savoir que le dossier OVNI, par exemple, le dossier des objets volants non identifiés global, est classifié. Il est classifié militairement en ce qu'on appelle top secret. Il faut savoir que il existerait un dossier encore plus confidentiel que les phénomènes OVNI, et même que l'arme nucléaire, il faut savoir. Donc, ce serait ultra top secret. Et ce dossier serait le dossier de l'Agartha. Le dossier qui est connu au point de vue, bien sûr, des recherches militaires. Les gens qui sont interroplacés ne pensent pas que ce soit un mythe pour eux, par contre. Oui. Donc, voilà. On sait qu'il existe une classification qui est encore plus puissante que le phénomène OVNI, qui est le dossier Agartha. Vous le savoir. Donc c'est quelque chose de confidentiel dont on ne peut pas trop parler. Alors bien sûr, je salue ma compagne Marie-Josée Wallard, qui n'est pas là aujourd'hui, moi-même, et d'autres, on va voir d'autres chercheurs qui font partie de l'équipe. Alors je rappelle que je suis qu'un speaker, quelqu'un qui parle au nom d'un groupe de chercheurs. Il ne faut pas m'attribuer les découvertes à moi. Moi, je fais mes recherches, j'ai quelques découvertes aussi. Et puis, il y a d'autres chercheurs qui font beaucoup de recherches et d'autres découvertes aussi. Donc, on est un collectif, un petit peu une Agartha, tu vois. On est un groupe de recherche aussi. Voilà. Tout à fait. On n'est pas un individu. Voilà. Donc, moi, je suis simplement chargé de transmettre ces informations. Je fais mes propres recherches, mes propres découvertes. Actuellement, je travaille sur une théorie avancée qui pourrait expliquer certaines de nos découvertes, une théorie scientifique. Je suis en train de travailler dessus, mais un jour, quand elle sera prête, pourquoi pas, peut-être que j'en parlerai sur une des chaînes, peut-être le monde mystérieux. Mais pour l'instant, je travaille dessus. J'espère, pourquoi pas. Voilà, mes propres travaux. Mais disons que je suis qu'un speaker et je représente un collectif de personnes qui œuvrent. Voilà, donc ici vous avez quelques exemples, mais il n'y a pas tout le monde ici. Ça, ce sont des chercheurs qui ont beaucoup produit des choses, mais actuellement il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui commencent à produire des informations très importantes. Juste, pardon, je te coupe pour commencer. La guématrie, que tu peux expliquer au public brièvement ce que c'est? La guématrie, c'est une technique qui est issue de la Kabbale hébraïque, et aussi l'hébreu, l'alphabet hébreu définit des lettres. Il y a à peu près 24 lettres, je crois, ou 22 lettres, je crois que c'est 22 lettres. Et chaque lettre, on y attribue une valeur numérique. Et on sait que dans les textes comme la Torah, tout ça, lorsqu'on voit, vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace entre les mots. Ouais. Et en réalité, on a pu, en utilisant les valeurs des lettres hébraïques, trouver des codes à l'intérieur de la Torah. En réalité, c'est une relation mathématique qui existe entre des mots qui sont construits à partir de lettres. On calcule la valeur du mot
en utilisant la valeur de chaque lettre. Et ensuite, on met ça en résonance dans le texte et on voit s'il existe d'autres mots qui ont la même valeur. Et si les mots ont la même valeur, eh bien, on peut dire qu'ils sont en résonance et qu'il y a un lien un peu mystérieux, bien sûr, un lien qui relie des mots qui en apparence ne sont pas reliés. Sémantiquement, ils ne sont pas la même signification, mais où il faut numériquement, leur constitution mathématique, les mettre ensemble. Et on découvre ainsi un savoir caché, une connaissance qui est cachée dans le langage même en utilisant des mathématiques très simples qui sont de l'arithmétique. Donc ça, c'est un petit peu le sens de la gématrie. Hein. C'est très scientifique dans le sens que c'est prouvable. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas remettre en doute le calcul. Par contre, ça fait apparaître des liens mystérieux entre des mots. Voilà. Et des phrases, ou alors très loin, ça peut être des textes entiers. Hein. Ça dépend. D'accord, voilà. D'accord. Très bien. Merci. Donc, merci. Voilà. Donc, c'est sûr que ça demanderait une émission entière sur la gématrie. Oui, non, j'imagine, mais c'était vraiment pour nous dégrossir les contours. Hein. On va essayer de bien commencer pour que le public arrive à bien suivre, parce que ça va nous retourner l'esprit là de ce que tu vas raconter après. D'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, donc, toi, je présente une vidéo que j'ai tournée avec Raymond Spinozzi, justement sur les chroniques de son contact, où dans cette vidéo, il parle de ses contacts, depuis, on peut dire, toutes les chroniques de quand ça a commencé, et des tas de choses. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est moi-même qui fais toi un petit peu la vidéo, on l'a tournée ensemble, et j'ai fait le montage. Alors voilà, j'ai distribué à des personnes qui étaient intéressées, qui voulaient connaître Raymond Spinozzi. Donc, il existe des documents vraiment filmés, photographiques filmés, et aussi des témoignages. Alors, ça se passe en Provence, bien sûr, parce que Raymond a beaucoup travaillé essentiellement en Provence. Hein, voilà. Donc ça, pour vous dire qu'il y a le côté un petit peu. Alors, si on est prêt, on va aller au-delà de l'ancienne matrice, on va franchir ce mur, on va franchir le mur du mythe, et on va aller... Ouais. Ouais. Donc ça, c'est petit problème technique. Jean-Michel, tu m'entends? Pardon, Jean-Michel, tu m'entends? C'est ce que j'appelle moi l'espace-temps vivant. Donc on va rentrer un petit peu dans le domaine de la conscience. On va faire la supposition que le... Oui. Excuse-moi, Jean-Michel, il y a eu des petits problèmes de... Ça s'est entrecoupé, désolé. Hein. Désolé, désolé au public aussi. Il y a des problèmes de réseau encore une fois. Tu peux nous répéter juste que ça a commencé à bugger quand tu parlais de qu'on va rentrer au-delà de l'ancienne matrice. Voilà. Désolé. Hein. On va rentrer dans l'ancienne matrice et pour cela, on va se permettre une vision nouvelle, c'est un nouveau paradigme en disant que notre univers n'est pas simplement un espace-temps normal, défini par la loi de la relativité d'Einstein par exemple, mais on va dire que notre univers, c'est un espace-temps vivant, c'est comme une conscience. Voilà. Okay. Que l'interaction avec l'univers va être élargie au phénomène psychique, on peut dire. Alors, c'est pas aussi farfelu que ce que ça paraît en apparence. Actuellement, il y a quelques scientifiques qui sont établis, des scientifiques établis, ce qu'on appelle le mainstream, qui commencent à divulguer des informations sur la nature probable d'un espace-temps relié à la conscience. Donc, on va rentrer dans ce phénomène de la conscience. Hein. D'accord. Voilà. Donc ici, par exemple, tu as un exemple d'une production qui a été faite en Provence, donc c'est le sud de la France, entre les découvertes d'un ami à moi qui s'appelle Alain, et qui a fait tous les dessins qui sont derrière, que tu vois sur la carte. Et ces dessins sont faits à partir de reliant des châteaux et des commanderies templières dans le sud de la France. Il faut le savoir. D'accord, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant. On pourrait passer plusieurs émissions à décrypter chaque symbole. Parce que là, le symbole, je vous le montre, il y a une histoire derrière ça. Derrière ça, il y a la signification de ce que ça veut dire et même des histoires à raconter sur ces lieux. Ah oui, j'imagine. Hein, voilà. J'imagine, là déjà, on peut apercevoir déjà la fleur de vie. Hein, on l'avait déjà vu ensemble. Mais en haut à gauche, donc, on peut apercevoir la fleur de vie, hein, ce qui est la fleur de vie. Tout à fait, tout à fait. C'est un exemple. De la genèse de l'univers, il faut le savoir. Ouais. Dedans, il y a l'arbre siphérotique. On parlait de la Kabbale tout à l'heure. Là, il y a l'arbre siphérotique, vous voyez. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a un lieu ici que je montre. Je ne sais pas si on voit la flèche. Et ici, ce lieu-là, il m'a parlé tout à l'heure. C'est le lieu qui s'appelle Théopolis. C'est dans le Cisteron. Ah oui, c'est dans les Alpes de France. Tu vois, il est ici, au bout de la spirale. Et c'est là qu'on va faire, nous, l'appel de l'Agartha.
le 28 mars. On va aller donc sur ce lieu très puissant, extrêmement incroyable. Là aussi, il y a une émission à faire, rien que sur Théopolis, on peut parler des heures. Et c'est absolument incroyable ce qui peut se passer là-bas. Et donc, c'est là où on va aller faire l'appel de l'Agartha, nous. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller là. Non, bien sûr, l'appel de l'Agartha peut se faire n'importe où sur Terre. Mais nous, on va décider, puisqu'on habite en Provence, d'aller sur ce lieu où il y a, que les anciens connaissaient, qui a des puissances mystiques, on peut dire, très puissantes. Et en dessous, il y a une autre carte qui est en couleur. Ici, on voit que c'est pas la même. Et bien ça, c'est Raymond Spinozzi. Et là, ça montre comment parfois des chercheurs qui reçoivent des informations peuvent coupler leurs connaissances. Et on voit que cette carte qui a été faite, c'est une porte, on peut dire c'est une porte des étoiles qui a été dessinée par des sommets de montagne dans le sud de la France. Alors, pour montrer un petit peu, je dirais, mais quel est le rapport avec l'Agartha? Mais le problème, c'est que l'Agartha, on ne la voit pas. L'Agartha, elle est dans les dimensions intérieures de la Terre. Mais est-ce qu'on pourrait y mettre l'hypothèse, et pourquoi pas, rappelons-nous, qu'il y a comme des schémas qui peuvent apparaître à la surface de la Terre qui indiqueraient la présence, pourquoi pas, de ces civilisations. Alors peut-être que ces dessins qui apparaissent qui sont un peu des géoglyphes, un petit peu comme des crop circles, mais on a fait une émission sur les crop circles, mais là on aurait plus des crop circles, mais des géoglyphes, ce qu'on appelle, qui apparaîtraient donc à la surface de la Terre. Bien sûr, les dimensions, c'est plus les mêmes. Et par contre, on ne peut pas les effacer, ceux-là. Hein. Ils sont faits par soit des chapelles, des églises, ou parfois par des montagnes. Et Spinozzi, lui, utilise des montagnes pour faire apparaître les glyphes. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça a un lien avec l'Agartha? Mais pour l'instant, on peut seulement marquer que ça existe et que ça nous apporte des messages. Alors, peut-être que c'est un lien avec l'Agartha. Et là, je laisse l'auditeur se poser la question et peut-être continuer l'enquête là-dessus. Mais moi je dis, ces dessins existent, on peut les prouver, ce n'est pas quelque chose qui est fantasque, mais sont-ils reliés à l'Agartha? On va voir dans le suite de l'histoire. D'accord. Très bien. Alors ici, par exemple, j'ai un tableau qui a été fait par une chercheuse qui fait partie de l'équipe. Alors c'est un tableau un peu naïf, mais il nous révèle un petit peu comme l'Apocalypse de Saint Jean. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit « Je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre ». Et donc c'est un peu un personnage, là, une petite fille de dos, qui voit se lever une terre à l'horizon. Et c'est un peu ça peut-être la révélation. Peut-être que l'Agartha, c'est l'apparition d'un monde nouveau, un monde qui était caché, puisque la terre sort ici de la mer, on peut dire, de l'horizon, et c'est en train d'émerger. Est-ce que assiste-t-on à l'émergence de ces civilisations qui enfin vont essayer de se rencontrer les humains de la surface? Voilà. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est en cours. Maintenant, je crois que c'est l'humanité qui a un peu la décision entre ses mains. Est-ce que l'humanité est prête? Est-ce que l'humanité va pouvoir recevoir ces êtres qui sont sûrement différents de nous? Comment ils vont les recevoir? Est-ce qu'ils vont être dans la joie? Est-ce qu'ils vont être dans la peur? Est-ce qu'ils vont être dans la recherche du profit? Qu'est-ce qu'ils vont? Ça va se passer. Et je pense qu'en fonction de comment l'humanité est prête, eh ben voilà, ça va se passer ou moins bien ou moins bien. Voilà. Donc c'est une question de. Bien sûr. Alors, une nouvelle unité peut-être va apparaître, peut-être que les enfants qui viennent actuellement seront peut-être plus aptes que nous à recevoir ces nouvelles visions. Nous, on est un peu anciens, on a des croyances, on a un formatage, mais peut-être que les enfants qui viennent actuellement vont pouvoir mieux prendre la suite par rapport à nous. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir. Voilà, hein. Bien sûr. Juste le crop circles donc que tu as montré là, c'est tu peux nous dire juste c'est où qu'il est apparu celui-là ou qu'est-ce qu'il représente exactement? Ah oui, le crop circle. Alors non, ça c'était, je crois que c'est dans le nord de l'Europe. Je ne sais plus si c'est la Suède ou la Norvège. C'est un crop circle qui est. Alors, lui, il n'est pas en Angleterre, hein, donc voilà, il était au-dessus de la France, dans les pays nordiques. Et il représente la métamorphose en réalité. On voit un homme, un petit peu comme l'homme de Léonard de Vinci, qui se transforme en papillon. Donc, je crois que c'est un message à ce niveau-là. Il faut savoir que faire un crop circle comme ça, c'est d'une complexité inouïe. Il est parfait. Il est énorme. C'est énorme. Et le message, il est intuitif, là, tu comprends? Tu dis que l'homme va se métamorphoser comme le papillon, comme la chenille qui devient papillon. C'est peut-être ça le projet. Peut-être qu'il faut que l'homme se métamorphose pour qu'il puisse rentrer en contact avec des intelligences non humaines. Et peut-être que les premières intelligences non humaines qu'il va rencontrer, c'est peut-être celles qui sont pas très loin de chez lui, qui sont en dessous de ses pieds, on peut dire, entre parenthèses. C'est-à-dire ces peuples des anciennes civilisations intelligentes. Exactement.
qui ne sont pas des extraterrestres, mais qui sont peut-être des terrestres extra. Des intraterrestres, tout simplement. Alors, donc, voilà, donc les moments des énergies sont arrivés. Il faut toujours attendre qu'il y ait des cycles, des moments privilégiés pour que ces rencontres puissent se faire. Ça, les anciens connaissaient ça, les rendez-vous cycliques, les rendez-vous cosmiques. Et nous sommes actuellement dans ces phases où tout le monde le sent, et tout le monde le sent bien, qu'il y a quelque chose qui se prépare, que nous rentrons dans une transformation profonde. Donc, il va y avoir à ce moment des rencontres. C'est à nous à les préparer. Et peut-être que ces vidéos servent à informer les gens en disant qu'il y a peut-être ces possibilités qui sont en train d'arriver et que peut-être ils pourraient y penser un petit peu. Ce serait intéressant. Entre autres, les Mayas, enfin, si je peux rajouter juste ça, Jean-Michel, entre autres, les Mayas, par exemple, savaient qu'il allait se passer des changements, et c'est pour ça qu'il existe le calendrier donc aztèque, et voilà, ça c'est un exemple de ce que tu viens de dire. Donc les anciennes civilisations savaient, voilà, chercher l'erreur. On peut préciser que les Mayas ont disparu mystérieusement. On ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Certains disent qu'il y a eu des épidémies, d'autres qu'il y a eu des guerres. Mais on ne sait pas. D'un coup, ce peuple a disparu. Les Mayas ont été rayés de la comme de la les carte. Olmecs, c'est comme. Certains ont peut-être trouvé refuge aussi auprès de ces peuples, hein, pourquoi pas. Donc ils ont annoncé ces événements, mais eux-mêmes ils ont disparu mystérieusement, hein. Personne n'a la preuve de savoir où sont passés la majorité des Mayas. Alors, il faut savoir que nous travaillons, nous, dans cette histoire, en tant que chercheurs, en tant que personnes qui ont fait des découvertes, qui sont sérieuses, qui sont démontrables. Eh bien, nous travaillons avec 3 pôles. Un pôle qui est, on peut dire, extraterrestre, un pôle qui... Alors, quand je parle d'extraterrestres, ici, je parle d'extraterrestres qui sont positifs, hein. Je ne parle pas des prédateurs, parce que beaucoup de gens entendent parler d'extraterrestres, c'est des prédateurs, tout ça. Moi, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui veulent le bien de l'humanité, qui veulent participer à l'avancée de l'humanité. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des prédateurs, je ne dis pas ça. Je dis que ce qui nous intéresse à nous, ce qu'on a rencontré nous, hein, ce sont des extraterrestres bienveillants. Donc, on travaille avec leur énergie, dont Raymond Spinozzi, j'ai parlé tout à l'heure, a eu beaucoup de contacts et il nous a beaucoup donné d'informations là-dessus. Donc il y a ces extraterrestres positifs, dont on les voit en haut avec la constellation d'Orion. En bas, on voit une photo qui représente l'Agartha, donc c'est le deuxième pôle. Donc on peut dire qu'il y a ceux d'en haut et ceux d'en dessous, hein. Il y a ceux d'en dessous et ceux d'en haut. Et il y a entre les deux, il y a la surface, ceux actuellement de l'humanité qui est là. Et nous, cette humanité, fait au moins tous ceux qui veulent s'intéresser sérieusement, se préparer, on peut dire, participer à l'événement. Et bien pour nous, je dis bien, et c'est pas les seuls, attention, on appelle ça la force en visage. La force en visage, c'est une force. Alors, elle n'a pas de visage. Pourquoi? Parce qu'elle peut prendre n'importe quel visage. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent vraiment se préparer et d'envisager d'étudier au moins ces choses-là, eh bien, ils peuvent dire, ben, nous faisons partie d'une force en visage qui est là et qui n'est pas orientée sur un individu. Il n'y a pas un individu. En réalité, il y a une multitude, une légion de personnes qui sont là. Et donc, c'est pour ça que nous, on les appelait la force en visage. Ok. Voilà, pour bien voir quels sont les acteurs dans lesquels nous travaillons, avec qui nous travaillons. Un deuxième tableau a été fait par la personne dont je parlais tout à l'heure, on a vu le premier tableau, et là un deuxième tableau, qui sont des tableaux naïfs, attention, hein, je sais, ouais, bien sûr, mais on voit ici qu'elle a peint ce qu'elle reçoit, et là elle a peint des êtres qui sortent des grottes, et elle a représenté le peuple de l'Agartha, hein, voilà. Okay. Donc bien sûr ils ne ressemblent pas à ça, mais c'est une façon de les représenter, et voilà. Donc elle représente l'événement de cette rencontre avec ces peuples, avec ce collectif qu'on appelle l'Agartha, je le rappelle. Alors vous direz, mais qui y a ce collectif? Sans être exhaustif, on peut dire qu'il y a des Lémuriens, ceux de Mu, il y a ceux de l'Atlantide, il y a des peuples anciens comme les Mayas ou certains Mayas, il y a aussi des anciens extraterrestres, il faut le savoir. Donc, et puis d'autres, je n'ai pas exhaustif, si vous voulez, ce que tu veux, mais il y a un collectif d'êtres de différentes origines. Il faut bien retenir ça. Donc, parce voilà, que là, c'est qui a, enfin, qui est-ce qui a peint cette toile, ce tableau? Odile Pélenc, une personne qui fait de la guématrie justement, et de temps en temps, elle aime bien peindre. Elle m'a dit, bah, écoute, c'est la dame qu'on a vue en photo au début. Voilà. D'accord. Voilà. Elle a peint des visions qu'elle a, hein, elle a peint, puisqu'elle aime bien peindre, elle prend des cours de peinture en réalité, et donc elle le peint, et ça lui permet d'extérioriser un petit peu son ressenti. Voilà, hein, ça c'est.
D'accord, d'accord. Voilà. Voici donc Raymond Spinozzi avec ses découvertes des tuiles. Je rappelle que tout ça a commencé avec des découvertes mystérieuses d'archéologie en Provence, avec des mystérieux messages sur des tuiles que Raymond a mis des années à retrouver. Je l'ai aidé pendant des années aussi, on l'a fait ensemble. Donc, je peux en témoigner. Hein. Donc, on a parcouru la Provence à la découverte de ce testament, cet héritage. Et peut-être que cet héritage était laissé par les anciens pour attirer notre attention, justement, du retour du peuple de l'Agartha. C'est possible aussi. Hein, voilà. Voilà. Alors Raymond a reçu, bien sûr, au cours des années, par rapport à son être intérieur, hein, il travaille avec son être intérieur, avec sa présence intérieure, et sa présence intérieure lui envoie des visions qui reconstituent sur des cartes. Et là, il a utilisé à la fois des villages et des sommets de montagne pour faire apparaître des matrices. Alors on peut se poser la question, c'est pareil qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a un rapport avec l'Agartha? Bon, pourquoi pas? En réalité, on peut le dire. Je reste prudent pour laisser que l'auditeur puisse faire son opinion. Hein. Moi, j'ai mon opinion personnelle. Voilà. Mais là, je dis, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Peut-être que ça représenterait des réseaux d'énergie, des zones d'énergie, des endroits particuliers. Voilà. Tu vois? Et peut-être qu'il faudrait aller travailler sur ces lieux-là pour entrer encore en vibration avec le monde de l'Agartha. C'est une façon de travailler. Tu vois, il y a comme une cartographie, c'est comme un modèle, si tu veux. Une espèce de mandala. Voilà, un mandala géométrique. C'est ça, j'allais te dire un vitrail d'une église aussi, d'une cathédrale, ça ressemble aussi un peu. C'est là qu'on pourrait se poser la question, mais quel est le but des vitraux, quoi, ce qui se trouve dans les églises donc on peut se poser beaucoup de questions. Je vais juste ouvrir une parenthèse, Jean-Michel, parce que ça c'est quelque chose qui est assez incroyable, et je voudrais juste que tu en parle brièvement à mon public, parce que tu sais que mes auditeurs qui me suivent, ils me posent beaucoup de questions, ils adorent quand à chaque fois ils me demandent c'est quand que tu vas faire la prochaine vidéo avec Jean-Michel, etc., etc. Je voudrais juste que tu parles de ça, parce que c'est assez incroyable. Il faut que tu expliques au public que donc tu as commencé ces recherches avec Raymond Spinozzi, tu as trouvé des choses. Tu es rentré en contact avec ces INH. Bon, là, ça c'est une partie de ce que Raymond Spinozzi a tracé sur des cartes, mais aussi ça vous a amené, parce que vous avez suivi des pistes, hein, il faut bien expliquer ça au public, mais il faut quand même dire que vous avez trouvé un crâne de cristal en France. C'est ça qui est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est Raymond qui a trouvé le crâne de cristal à Blovac, à une chapelle qui s'appelle Notre-Dame des Neiges, près de Blovac. Donc c'est près du Vaucluse là-bas. Donc alors il a trouvé, dans le sens que le terme c'est inventé, parce que quand on trouve quelque chose de l'archéologie, on appelle ça une invention, il faut le savoir. Hein. Le terme technique c'est l'invention, et bien sûr il n'a pas trouvé comme ça en se promenant. Et Raymond a beaucoup de connaissances, il est en contact avec il est lui-même une très grande connaissance. Bon, je ne veux pas parler trop de ça, parce que j'aimerais que je sais. Voilà. Il a eu accès à des documents. Il a eu accès à des documents grâce à la structure avec qui il travaille. Et donc, ces documents lui indiquaient un endroit qui était relié aux Templiers, il faut le savoir. Hein. Et donc, il est allé sur cet endroit, et grâce à ces documents et avec les personnes avec qui il travaille, il a pu mettre à jour un coffre dans lequel il y avait enterré, bien sûr, un crâne de cristal, qui est un crâne de cristal qui a été trouvé en France, bien sûr, dans le sud de la France. D'accord. Il s'appelle Joculus. Il a donné un nom qui s'appelle Joculus, ce crâne de cristal, et il fonctionne encore, Raymond, et en relation, on peut dire, avec ce crâne, et on peut dire que certaines de ses visions, bien sûr, proviennent de ce crâne aussi. D'accord. Alors voilà, bon, ça, j'espère, Jean-Michel, je t'en supplie, j'espère qu'un jour tu viendras en parler dans Monde Mystérieux de ce crâne de cristal, parce que c'est assez incroyable. Tu as écrit un livre aussi avec Raymond Spinozzi qui est sorti il y a pas mal d'années sur cette découverte. Donc, bon, j'espère qu'on pourra revenir dessus une fois. Je vois Raymond, j'aurais aimé voir avec lui ce qu'il veut dire.
Je sais que lui, il peut pas le temps de venir, mais je verrai avec lui et je te dirai, je te donne Bien sûr, bien sûr, tu sais que tu es toujours le bienvenu ici sur ma chaîne et Raymond aussi, bien sûr, s'il est d'accord. Et voilà, c'était une petite parenthèse parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez important, d'assez oui, d'assez important d'en parler et que le public sache qu'en France, il y avait aussi un crâne de cristal. Voilà, c'était ce que je voulais dire à mon public. Mais voilà, je te remercie de cette. C'était gardé par les Templiers. Il faut savoir que les Templiers en étaient des détenteurs et qu'ensuite il a été transmis à une structure qui en prend soin. Voilà. C'est pas un crâne de cristal qui est chez un particulier, faut le savoir. Hein. Et donc il est très très particulier. Donc il est où il doit être. Voilà. D'accord, très bien. Alors, donc, voilà. Donc, les découvertes de Raymond ont continué, de magnifiques cartes, toujours de plus en plus grandes. Et on voit ici, toujours la même explication, ces mandalas qui se déploient. Alors ici, c'est pratiquement que des montagnes. On est toujours dans le sud-est de la France. Les questions de Marseille, on monte jusqu'à presque Grenoble. Donc on a une carte, alors je crois qu'elle fait plus de 200 km de hauteur sur 180 km de large. Donc ce sont des matrices absolument incroyables et qui nous révèlent qu'ils sont reliés à l'Agartha. Hein. Voilà. Enfin, pour l'instant, on va dire que c'est relié à l'Agartha, au moins à l'Agartha. Maintenant, peut-être on peut aller plus loin dans les explications, mais pour l'instant, on a un bon indice que ça relié à ces peuples de l'intra-terre. D'accord. Voilà. Donc ici, tu vois, je te montre un petit peu les différentes structures. Alors, il y en a presque plus de 200. Hein. Il faut savoir qu'il y en aurait 200. Alors là, je vais en montrer quelques-uns, mais il y a une grande quantité. Voilà. Voilà, tu vois, donc ici on voit des différentes matrices. Voilà, d'autres matrices qui apparaissent aussi. Là, parfois, elle n'est pas coloriée pour faire apparaître l'effet de 3D. C'est un cube qu'on voit en perspective, tu vois, toujours dans le sud de la France. Donc tous ces dessins sont là, tu vois. Alors là, par contre, c'est une matrice qui est dans le sud-ouest. On est du côté de Rennes-le-Château. Donc on sait qu'il y a aussi des relations, des reliances avec l'Agartha. Peut-être que le fameux mont Bugaras, dont on parle souvent, est relié à ça. Et cette matrice, elle est reliée à cette région. Hein. Donc, tu vois qu'il y en a un petit peu partout en France. Elles sont gigantesques, hein, ces matrices, elles sont merveilleuses. Il y en a d'autres qui sont plus petites. Elles sont plus petites, elles sont parfaites en géométrie, tu vois. Donc, je montre un petit peu. Là, par exemple, Raymond a reçu. Alors, je raconterai un jour, ça a besoin d'être raconté longuement. Il y a aussi une histoire derrière tout ça. Mais là, on voit, par exemple, on a un exemple, ce sont des constellations. Des constellations qui sont dessinées par des sommets de montagne et qui racontent une histoire reliée, par exemple, à un symbole de la clé de vie, qui est un symbole égyptien. Alors là aussi, il y a des événements qui sont racontés par des dessins. D'accord. Donc, on se trouve dans les Alpes d'Haute-Provence, pas très loin de Théopolis. On voit justement, c'est marqué ici, Théopolis. C'est vrai. Donc, en réalité, qui est un endroit très particulier. Donc, tu vois, ces différents types de tracés. Alors, Raymond, par exemple, pour vous donner un exemple, là, il est chez lui, il est du côté de Saint-Marcel. Saint-Marcel, c'est un petit village de la banlieue de Marseille. Entre parenthèses, c'est là où j'ai fait mes études de chimie. C'est curieux que Raymond est habité à côté de l'endroit de l'Institut de chimie et biologie de Saint-Marcel. Et donc là, il est dans la cour de l'école. Et ici, parce qu'il travaille à l'école, sa femme travaille à l'école. Et ici, tu vois, à un moment donné, il sort devant chez lui. Il a comme un signal. Il y a toujours un signal l'oreille lui siffle et il sait que c'est le signal. Il sort, et là, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Ce que vous voyez là, une espèce de structure qui est là, silencieuse, gigantesque. Donc, il prend la photo, bien sûr, et si on agrandit la photo, on s'aperçoit de ça. Et là, bien sûr, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas une cigogne, ce n'est pas une grue, c'est un engin spatial qui est là, qui n'est pas un drone, hein, parce que si tu vois la taille du drone, non, on le voit, hein, c'est pas un frisbee, c'est pas un ballon de baudruche, c'est pas, non, voilà, c'est bien de le préciser parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire, oui, non, mais attends, oui, c'est un oiseau, mais oui, d'accord, bon. Alors à ce moment-là, je pense qu'il faudrait qu'ils regardent bien les choses avant de dire quoi que ce soit. Je veux dire, avant de dire quoi que ce soit, il faut enquêter, voilà. Parce que tu peux dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors, ça n'a pas de valeur. Maintenant, si on fait une enquête, qu'on étudie la profondeur de l'image, qu'on pourrait calculer la distance de l'objet en faisant des rapports, en faisant des calculs de mathématiques, par exemple, en disant on peut estimer l'objet, sa grandeur et tout, on voit pas d'hélice, on voit pas de quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de bruit. Donc si c'était un avion qui était là, on aurait entendu un bruit, si c'est un hélicoptère, on verrait des hélices. Donc en réalité,
faut faire une enquête avant de dire quoi que ce soit. Bien On sûr. dit souvent il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et Je voilà. trouve que c'est ce que là, il faut le dire aussi. Hein. Voilà. Ouais, Donc, ma mère me le donc, disait, voilà. donc tout Donc, simplement. Moi, ce que je dis au public, et c'est très simple, c'est utiliser la logique. Et je pense que tu es d'accord avec moi, Jean-Michel. Oui. Utiliser la logique, Ah, tout oui. simplement. La Tout logique. simplement. Voilà, la logique est claire, on ne peut pas. Alors maintenant, ça c'est l'observation. Maintenant, Raymond, ce qu'il dit, c'est que il a reçu un message télépathique. Ben, ça, c'est pas prouvable, c'est une expérience qu'il a eue. Il a reçu un message télépathique. Il lui disait que ces êtres venaient de Sirius. Enfin, ils étaient reliés à l'énergie de l'étoile Sirius. Voilà. Donc en réalité, ça fait partie des intelligences non humaines, si tu veux. Et alors des photos comme ça, il y en a des dizaines, toujours auprès de chez lui, où quand il sort, c'est comme ça qu'il a ses contacts. Il a une connexion. Voilà par exemple un autre type de vaisseau qui a été pris par Raymond. Alors il y avait une personne avec lui ce jour-là, il y avait un témoin, et du côté de Tourtour, un village que je trouve dans le Var, Tourtour. Et voilà, donc c'est comme ça, je veux dire, il y a des tonnes. Là, on voit que c'est métallique, hein, on voit que l'objet il est métallique. On voit à côté une traînée d'avions. Apparemment, c'est un avion qui était en train de passer à ce moment-là. Je veux dire, on peut pas plus que net, plus que logique, on peut pas plus là. Donc là, voilà, ça c'est un objet volant non identifié. Voilà. Non identifié. C'est ça. Surtout que là c'est un agrandissement, mais la photo originelle, l'objet est beaucoup plus loin et on voit bien l'avion. Là, je l'ai agrandi, si tu veux, pour comprendre le détail, mais quand il a pris la photo, il n'y avait pas de zoom. Donc on voit bien l'engin dans le ciel. Et c'était à midi, au mois de juin 2015. Il y avait un témoin à côté de lui, un ami à lui qui était là. Il a pris la photo. Arrêté, c'était un rendez-vous. Il savait qu'il devait aller là. Et à midi, bam, ça sonnait, l'église sonnait. Et hop, l'engin est apparu. Il a pris la photo. Mais donc en réalité, c'est incroyable, hein. Là ce contact là, encore une fois, c'est incroyable. Je savais pas que cette photo datait de l'année dernière, donc c'est récent, hein, il faut dire au public. Moi je vais juste répéter quelque chose que je t'ai dit sur la dernière interview qu'on avait faite sur les crop circles. Je suis tombé sur une page internet où il y a beaucoup de photos d'OVNI que Raymond Spinozzi a prises, et c'est assez incroyable parce que c'est des photos nettes, et Raymond Spinozzi explique bien qu'il a eu l'autorisation, qu'il a demandé, et il a eu l'autorisation par ses INH d'être photographié. C'est pour ça que les photos sont super nettes et très bien photographiées. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais pour les personnes qui voudraient communiquer avec Raymond Spinozzi, il suffit d'aller sur Facebook et de taper Raymond Spinozzi, et il est allé sur sa page, ils peuvent dialoguer avec lui, il se fera un plaisir de leur répondre. Hein. Voilà. Donc il a une page Facebook et ça lui sert de communication. C'est bien ça. Voilà, voilà, c'est bien de le savoir. Hein. Et ici, donc, vous avez ici Raymond Spinozzi qui nous fait part de. C'est pas vieux, hein, c'est à peu près 1 an. Là aussi, des montagnes qui dessinent une structure, et lui, il appelait ça un vaisseau géoquantique. D'accord. Alors, avec ça, pour expliquer ça, c'est trop compliqué, mais on va seulement le prendre comme ça. Peut-être que c'est un message de l'Agartha qui nous dit, nous, on a des vaisseaux, et ici, nous donne ce message, bien sûr, avec une grandeur énorme, mais c'est quelque chose qui est là, voilà. Donc, on peut dire qu'ils nous transmettent des informations sous forme de géoglyphes. Rappelons-nous que géo, c'est dire la Terre, et glyphe, c'est dessin sur la Terre. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc c'est exceptionnel. Alors le centre, bien sûr, c'est toujours Théopolis, l'endroit de part. Donc tu vois que Théopolis, il va revenir beaucoup dans beaucoup de schémas qui ont été trouvés. Alors juste comme ça, une autre parenthèse. Théopolis, ça veut dire l'arrivée des dieux, c'est ça? Non. Théo, ça veut dire Dieu, et Polis, c'est la Bible, la cité des dieux. D'accord. C'est pas l'arrivée. D'accord. Cité. D'accord. Bon, c'est pas. Oui. Mais c'est pas un hasard. Tu vois ce que je veux dire? Si ça s'appelle comme ça, et voilà. Il y a toute une histoire. C'est historique. Hein. Je peux démontrer. On peut amener des gens à un endroit à Théopolis où il y a une pierre écrite qu'on appelle la pierre écrite qui date de 1600 ans. De 1500 ans, certifié archéologiquement, sur lequel le terme Théopolis apparaît. Donc en réalité, c'est pas qu'on l'a baptisé Théopolis, c'est un fait historique. Hein, faut le savoir. D'accord. Voilà. Donc, alors ici, maintenant, les vaisseaux qui viennent soit de l'espace ou des vaisseaux qui viennent de l'intraterre, on va dire comme ça,
peut-être utilisent ce ce que les scientifiques appellent des trous de verre, c'est-à-dire des passages dimensionnels qui permettent de passer à travers la matière ou parfois de faire des voyages. Ça, le public connaît un petit peu grâce au film Stargate, tout ça. Oui, le film Interstellar, par exemple. Interstellaire, pardon. Oui, bien sûr. Des trous de verre pour voyager dans l'espace, mais on peut imaginer qu'il existe d'autres types de trous de verre qui nous permettent de voyager, peut dire, à travers la Terre. Tout à fait. C'est pas du tout idiot comme. Alors on peut se poser la question, est-ce que quand les extraterrestres viennent nous voir, est-ce qu'ils passent à travers des trous de verre planétaires, on peut dire, des portes induites qui existent sur Terre, qui leur permettent de franchir des dimensions. Ça, c'est important. C'est plus que plausible. Pour moi, c'est plus que plausible, Jean-Michel. C'est personnellement, je pense. Ouais. Vas-y, non, continue. Alors ici, on a des modèles scientifiques qui expliquent, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui peut être un trou de verre. Rappelons-nous quand même, c'est une solution de l'équation d'Einstein. Un trou de verre, c'est pas un truc de science-fiction. Les scientifiques connaissent les trous de verre parce que ce sont les solutions de l'équation de la relativité d'Einstein. Il faut le savoir. Bien sûr. Voilà. Donc ici, on a un exemple sur du trou de verre qu'on trouve sur Internet, tu vois, qui permet un trou de verre qui est stellaire, c'est-à-dire un trou de verre qui est dans l'espace. Mais rappelez-vous qu'il y a des trous de verre qui peuvent exister sur les planètes et qui pourraient permettre, par exemple, de voyager d'un endroit à l'autre sur une planète, ou alors de la surface de la planète à des endroits intérieurs de la planète aussi. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc tous ces schémas, ça montre que ça existe. Je passe pour ne pas perdre trop de temps. Oui, on passe. Y a pas Alors, les intelligences non humaines avec qui on travaille, on leur attribue une fonction. On les appelle d'un terme sumérien très ancien qui est Kadistu. Kadistu veut dire des anciens assembleurs de vie. Et les anciens assembleurs de vie, on peut dire qu'en réalité, ce sont eux qui s'occupent d'améliorer l'évolution de la vie sur les planètes, d'ensemencer les planètes et de s'occuper un petit peu des coachs d'évolution qui aideraient les civilisations à se développer sans trop intervenir, en intervenant discrètement, et en aidant les civilisations parfois à passer à travers des difficultés. Et parfois, ils peuvent rien faire quand il y a des destructions planétaires, mais qui aideraient de temps en temps aux civilisations, par exemple, de repartir après un cataclysme. Et bien, c'est eux qui vont aider les civilisations à recommencer leur histoire. Voilà. Donc, on les appelle des planificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils font des plans, ils planifient l'évolution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, je les appelle Alors, Kadistu, je rappelle que c'est un terme sumérien qui a été donné par Anton Park, l'écrivain Anton Park, qui a écrit de nombreux livres là-dessus, et qui vient de sortir un dernier livre, une réédition d'un livre que je peux dire conseiller aux éditeurs, si ça intéresse à ça, qui s'appelle Le mystère des étoiles sombres. Et il vient de rééditer un livre augmenté dans son édition, très intéressant. Donc Anton Park, le mystère des étoiles sombres. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le secret des étoiles sombres. D'accord. Voilà. Donc il y a à faire de la génétique avec tout ça, bien sûr, parce que les planificateurs s'occupent un petit peu de cette croissance et parfois ils peuvent intervenir au niveau de la génétique. Donc ça, ce sont toutes les connaissances qu'on va obtenir en rentrant en contact avec on peut dire les Agarthiens, je ne sais pas comment on peut les appeler, les habitants de l'Agartha. Je crois que c'est très très bien ça, Agarthien, c'est très bien. Très bien. Qui n'existe pas sur le dictionnaire, mais on va le créer. Ben voilà, tu vois, c'est bien avec toi, on crée beaucoup de choses et on apprend, mais aussi on crée et on a plein d'idées, c'est bien. Il faut bien les faire. Alors ici, on a reçu, sans rentrer dans trop de détails, ici on a par exemple des symboles qui sont apparus, qu'on utilise dans nos recherches, qui sont à la fois des symboles des anciens alphabets, des alphabets par exemple qui sont l'alphabet glagolitique, qui est l'alphabet qui a donné à la base au cyrillique russe actuellement, le langage russe. C'est un langage qui est en vert, dans les lettres qu'on voit en vert. Les lettres qu'on voit en rouge, c'est un alphabet qui est du côté un petit peu relié aux ceux des Mayas et des Incas. Et donc, c'est un alphabet un peu plus solaire. Et il y a les lettres en noir, c'est de l'ugaritique. Et l'ugaritique, c'est un alphabet post-sumérien. C'est post-écriture cuniforme. Et tous ces symboles ont été retrouvés sur des cartes aussi, et on les utilise sur des cartes. Alors, il faut savoir que les cartes font de la géométrie, mais parfois écrivent des symboles aussi, et aussi écrivent des lettres. Il faut le savoir. Alors, je sais que ça paraît extraordinaire, c'est pour ça que je ne vais pas en parler maintenant, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de limite à ce qui est marqué par des sommets de montagne. On va trouver plein de choses. Et, par exemple, on peut se poser on peut imaginer qu'est-ce
comment peut-on rentrer en contact avec les Agarthiens à part physiquement? Eh bien, avant qu'on rentre en contact avec eux, physiquement, ils ont transmis des informations à travers les êtres intérieurs des chercheurs. Chaque chercheur, chaque personne a un être intérieur. Et cet être intérieur reçoit des informations des Agarthiens qui transmet à l'ego, à la personne incarnée. Et à ce moment-là, parmi par exemple, une application qu'on a reçue de la part des Agarthiens à travers notre être intérieur, ce sont des technologies qui permettent de reprogrammer quantiquement l'ADN. Alors ça, c'était très intéressant. Alors vous avez un exemple ici à droite d'un tableau avec des lettres intérieures. Alors ça serait très compliqué à expliquer, mais ça nous permet de pouvoir agir un petit peu sur notre ADN de façon quantique, d'améliorer notre ADN. Alors je donne des cours sur le site du Grand Changement. On a fait 2 ateliers sur la reprogrammation quantique de l'ADN. Et s'il y a des gens qui veulent, pourquoi pas participer à ces ateliers, il suffit d'aller sur le site du Grand Changement, à la section accompagnement, développement, et taper Jean-Michel Raoult. Et là, vous aurez accès à des séminaires où je dévoile comment on utilise ces données. Et ces données, elles proviennent, on peut dire, des Agarthiens, mais relayé par les êtres intérieurs. Donc c'est du concret. C'est pas attention. Ça c'est vraiment important. Et ça marche. Ça fait des années que je les utilise et j'ai eu des résultats. Des gens qui ont utilisé ça. Et moi-même, j'ai eu des résultats. Alors bien sûr, attention, ne va pas te pousser un 6e doigt. C'est pas de la manipulation génétique. C'est simplement aider notre code génétique à évoluer pour améliorer notre rapport aux énergies et aux vibrations. Voilà. D'accord. C'est vraiment important. Alors, juste si une petite parenthèse encore une fois, Jean-Michel. Voilà, on salue Nora au passage. On la salue et voilà, voilà parce que tu fais énormément de vidéos avec elle et c'est vrai que tu as dévoilé beaucoup de choses depuis pas mal de temps. Donc on invite mon public bien sûr qui me suit à suivre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent moi, qui suis Nora et qui te connaissent. Donc on les invite à voir tous tes travaux effectués sur le Grand Changement. Voilà. Alors quelque chose, peut-être que tu n'es pas au courant. Nora, il y a un mois, a quitté la chaîne du Grand Changement. Alors, elle a quitté. Elle a fait sa propre chaîne qui s'appelle. Vous voulez l'appeler comme ça maintenant, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Nurea TV. Nurea TV. D'accord. Et actuellement, pour continuer à diffuser nos informations du groupe de recherche, Stéphane Coll a eu la gentillesse de nous confier une chaîne spéciale qui s'appelle LG5, le Grand Changement 5, qui prend la suite avec de Nora, qui, elle, continue ses émissions, mais à part, en privé, si tu veux, en dehors du Grand Changement. Donc, il faut le dire, pour pas que les gens soient surpris, Nora n'est plus sur le site du Grand Changement. Elle fait sa propre chaîne de télévision, Web TV comme toi, qui s'appelle Nurea TV. Et moi, je continue avec LGC 5. C'est la 5e chaîne du Grand Changement qui est dédiée aux chroniques des planificateurs, bien sûr. Voilà. D'accord, très bien. Non, mais c'est bien que tu nous le dises. Même moi, je savais pas en fait. Donc, c'est bien que tu nous le dises et que tu informes le public. Comme ça, on continue à te suivre et on continue à suivre Nora, qu'on aime bien, qu'on aime tous et qui nous montre beaucoup de choses intéressantes aussi. Donc, je la salue au passage et je te remercie pour cette nouvelle info que je ne savais pas moi non plus. Je te remercie, Jean-Michel. Voilà. Alors, toi, ici, c'était un cadeau, on peut dire que les Agarthiens nous ont fait. Alors, il n'y a pas que les Agarthiens, bien sûr. Alors, il faut savoir que les Agarthiens, ils ne sont pas séparés des extraterrestres bienveillants, ils travaillent en collaboration. Tu sais, les civilisations avancées, les INH avancés, ils ne font pas la guerre. Les INH avancés collaborent tous. Donc, quand je parle des Agarthiens, on a l'impression qu'il faut séparer les Agarthiens des extraterrestres. Moi, mon opinion, c'est qu'ils travaillent en intelligence qu'on appelle, c'est-à-dire en réalité en totale coopération. C'est pour ça que nous on fait une séparation, mais il n'y en a pas. En réalité, ils sont vraiment en coopération. Alors on peut dire qu'à la fois, ici je parle d'Agartha, c'est pour ça, mais en réalité c'est à la fois un cadeau des stellaires et de l'Agartha. Donc un cadeau de un ADN, un nouvel ADN, c'est-à-dire une façon de pouvoir améliorer son ADN à travers des procédés tout à fait nouveaux, ça s'appelle des procédés quantiques. Donc ça c'est vraiment important. Voilà, Ok. Très bien. Alors, donc, on va retrouver tout ça dans des traces d'anciens documents qu'on appelle les documents reliés à Sumer. Et en étudiant tous ces documents, donc comme on fait Anton Park, si tu veux, qui est pour moi un auteur de référence à ce niveau-là. Donc, on commence à apprendre un peu mieux comment ça marche et un petit peu quelle est l'histoire de tout ça. Alors, je continue, parce que ça serait trop long. Donc, ici, je montre, ici, par exemple,
je ne sais pas, tout à l'heure, tu avais vu que sur la carte de Raymond Spinozzi, il y avait une clé de vie égyptienne. Je l'ai montré, tu te rappelles, avec des constellations. Oui, je me rappelle. Et regarde, cette clé de vie, on la retrouve sur des symboles sumériens très anciens, qu'au moins 5000 ans. Tu vas voir, on la voit ici. Tout à fait, ouais. Tu vois, il y a des liens avec des anciennes civilisations et des glyphes qui ont été utilisés plus tard par les Égyptiens, mais qui vont être aussi retrouvés sur des cartes. Donc ça, c'est ce lien. On a ici, par exemple, un mandala sumérien. Tu vois, ce mandala sumérien, nous fait penser à quoi, Hervé? Il nous fait penser à quoi quand tu vois ça? Alors, donc, je vais essayer de ne pas me tromper, mais pas la croix gammée, mais inversée, c'est ça? Ou la croix gammée? Alors, Gamay, ça a mauvaise presse, hein, bien sûr, parce que l'histoire nous parle avec les nazis. Alors, on va parler de son qui s'appelle la Svastika. Ça s'appelle la Svastika parce qu'avant qu'Hitler utilise ça, c'était connu depuis des millénaires dans toutes les civilisations. Tu en trouves en Inde, tu vas trouver en Éthiopie. Donc, Hitler n'a rien inventé, il a fait utiliser d'une façon déplorable, on peut le dire, un symbole très ancien qui, rappelle-toi, Hervé, ce symbole n'est pas... Il veut dire, pour les civilisations anciennes, pour les civilisations antédiluviennes, il voulait dire l'amour, l'équilibre des 4 forces fondamentales. Nous, à notre époque, quand on aime quelqu'un, on lui fait cadeau d'un cœur, hein, on lui donne un bijou en forme de cœur. Et bien les anciens, quand ils voulaient plaire à quelqu'un, ils donnaient le Svastika. Hein, tu vois, Svastika, qui s'appelle aussi Svastika. Et donc, c'était le symbole de l'harmonie. Et toi, on en a fait quelque chose de mauvaise presse. Tout le monde qui voit une croix de ce diplôme, il passe à Hitler. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir, Ça, c'est vraiment important. Bien sûr. Bien sûr. Si vous faites une simple recherche, vous allez voir. C'est bien sûr. Alors, bon, moi j'ai pris cette référence. Hein. Bien sûr, je pensais même pas du tout au régime nazi, on va dire. Hein. J'y pensais pas du tout. C'est bien que tu le précises là, parce que moi, il y a pas mal d'années de ça, il y a plus de 10 ans, j'ai eu l'occasion d'aller par exemple en Chine. Et bon, c'est un pays qui a énormément de comment dire, de temples, et à chaque temple il y a des Bouddhas avec la croix Svastika comme tu dis, qui est gravée, et je l'ai appris là-bas, moi je l'avais appris là-bas justement, et c'est bien que tu en parles, Voilà, c'est eux, cette civilisation-là, des traditions, c'est un souvenir d'utilisation des civilisations qui sont disparues, la civilisation de Mu par exemple, utiliser ces symboles en gage de communication, de communion, d'amour. Alors tu vois que ça a vraiment dégénéré Bien sûr. Alors il faut que les gens réapprennent toutes ces choses-là qui ont été déviées, si tu veux, dans la histoire. Alors, l'accès à l'Agartha, pour nous, dans ce qu'on va dire, qu'on va y accéder avec le trou de verre. On va passer un passage, ce qu'on appelle, certains appellent des portes induites ou une porte dimensionnelle qui va nous permettre d'accéder à l'Agartha. Alors, pour la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut y accéder par des souterrains? Oui, il y a des traditions qui disent qu'il existerait des souterrains dans le monde entier qui permettraient d'accéder, ou à moins à certaines parties de l'Agartha. Mais il faut savoir que ces souterrains, s'ils ont été construits par des civilisations très avancées il y a très longtemps, la Terre a bougé depuis, et bien ces souterrains sont tous plus ou moins effondrés ou détruits. Donc en réalité, je pense que l'accès principal à l'Agartha actuellement, et ça c'est seulement mon opinion, attention, ça se fait par des passages vorticiels. Et alors c'est plus intéressant, pourquoi? Parce que les Agarthiens ainsi peuvent contrôler l'accès chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent permettre qu'aux gens qui choisissent de venir. Et ça c'est vraiment important de le comprendre. C'est pas parce que vous avez décidé d'aller visiter l'Agartha que vous allez y aller. C'est pas possible. Il faut que les Agarthiens ouvrent les accès. Et là il y a des conditions vraiment très importante. Et en regardant l'histoire de l'amiral Byrd, on va s'apercevoir qu'en réalité, c'était vraiment passé pour lui. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Pour toi, l'amiral Byrd est rentré, on va dire, comment je peux te dire ça, est rentré spirituellement, c'est-à-dire a glissé dans cette dimension, ou est rentré physiquement? Alors, il est rentré physiquement parce que ce sont des accès à des mondes vibratoires qui sont légèrement décalés par rapport au nôtre. Ce ne sont pas des mondes spirituels, ce sont des mondes décalés, ce qu'on appelle, des univers parallèles. Alors, en réalité, la Terre intérieure est une Terre parallèle, en réalité. C'est aussi solide que chez nous. C'est pareil que chez nous, mais en fréquencement, déjà, l'harmonique fréquentielle est décalée. Donc, en réalité, l'amiral Byrd a passé à travers un trou de verre. Il ne s'est pas rendu compte, bien sûr. Hein, et parce qu'à un moment donné, on dit, amiral, on vous a invité.
Donc en réalité, Ouais. on voit bien que les Agarciens disent qu'il n'est pas arrivé par hasard là-dessus, c'est qu'il a été guidé quelque part, il a été appelé, et à un moment donné, on lui a donné l'autorisation d'accéder, qu'on a ouvert le passage. Et ça, c'est bien dit dans le témoignage de l'amiral Byrd. Hein. Ça, faut le comprendre. Donc, c'est pas un voyage astral, attention. Hein. C'est pas un voyage astral. Amiral Byrd est rentré physiquement. Et en plus, il était accompagné par son mécanicien. Donc, ils étaient 2 dans l'avion. Donc, en réalité, c'est bien physique. Mais il y a eu un accès dimensionnel. Hein. Ça, c'est vraiment important. Très bien. Très bien. Donc, ici, il y a quelques schémas alors, qui sont peut-être un peu naïfs pour montrer comment serait la Gartha. Alors, il faut les prendre comme ils sont. Hein. Ce sont des schémas, on peut dire, pédagogiques qui expliqueraient un petit peu les différentes structures de la Gartha. Rappelez-vous que ça s'appelle la terre des races avancées, Land of Advanced Races. Donc, en réalité, la terre des terres avancées. Alors, certains parlent qu'au centre de cette structure interne, il y aurait comme un petit soleil. Ils appellent ça un soleil. En réalité, c'est pas un soleil, c'est pas une étoile. Hein. C'est pas du tout. En réalité, c'est une structure qui est là et qui enverrait de la lumière, une forme de lumière, un peu de chaleur, et qui permettrait à la vie à l'intérieur de cette dimension d'exister. Parce que la vie ne peut exister que si elle est éclairée par des radiations. Alors, c'est pas une étoile, attention. Hein. Il n'y a pas d'étoile à l'intérieur de la Terre. Il y a simplement une structure, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est quelque chose qui est là? Mais on sait que c'est au centre et ça éclaire et ça envoie de l'énergie aux civilisations qui ont pu s'établir dans ces dimensions intérieures. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Tu l'as vu le film, le dernier film, pardon, avec il y avait je crois que c'est l'un des derniers films qu'ils avaient fait sur le voyage au centre de la Terre avec Brendan Fraser. Il montre ce soleil justement. Ils en parlent dans le film. Je trouve que pour moi c'est la meilleure représentation du voyage au centre de la Terre. Et tu penses que c'est un peu comme ça ou tu... Oui, ce qui est décrit par les... Alors ce sont des clartés. Ils parlent d'une espèce de brume. Ils parlent d'une structure brumaire. Donc en réalité, c'est comme ils avaient une espèce de rond. Mais il y a de la brume, donc on ne voit pas nettement ce qu'il y a. Mais on sait qu'il y a comme un globe lumineux, et autour il y a de la brume. Ils appellent ça The Smoking God, le dieu qui fume. Donc en réalité, il y a de la brume. Donc on ne voit pas nettement à l'origine ce qui est là. Hein. D'accord, très bien, très bien. Alors, je ne vais pas parler de tout le détail, c'est vraiment montrer les photos, il existe des études, mais ça on le reverra si on fait une vidéo spécialement sur la Gartha, pour dire l'enquête scientifique, mais je montre qu'il y a eu des indices, des photos qui ont été prises et qui pourraient montrer l'existence de passage vers la Gartha. Alors là aussi, comme j'ai parlé qu'on rentrait dans un univers un petit peu de conscience, il faut perdre la notion du temps tel qu'on le connaît. Donc le temps et l'espace vont perdre des propriétés qu'on connaît, on peut dire, dans la réalité ordinaire, mais qui ne sont pas inconnues de la science. Il faut le savoir, actuellement la science a des éléments pour comprendre un petit peu comment marcherait la Gartha ou les accès de la Gartha. Hein. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. Mais c'est une science qui n'est pas à la portée de tout le monde de la vie ordinaire. Ce sont des sciences qui sont très avancées. Hein, voilà. Donc il faut le savoir. Alors, bien sûr, on peut voir aussi l'approche mystique. Il y a des personnes qui parlent de ce qu'on appelle la race blanche, la fraternité blanche, et ainsi de suite, relier ça au Christ, au Bouddha. Alors, bien sûr, on pourrait entrer dans les traditions. Alors, c'est pas mon propos ce soir, mais il y a aussi une approche traditionnelle de la Gartha, où je renvoie les gens qui ça intéresse. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, et c'est vraiment la tradition. On trouve ça fort vraiment dans l'Himalaya, du côté dans le Tibet. Il y a vraiment des êtres qui ont cette tradition de l'existence de ces peuples intérieurs. Donc ça, c'est la tradition. Il y a eu aussi des artefacts archéologiques qui ont été trouvés, très spécifiques, et là aussi, ça nous renvoie à l'existence de civilisations qui ont disparu, par exemple, comme la civilisation de Mu. Alors, vous voyez, chaque diapositive, ce serait une conférence pour expliquer d'où on vient. Non, bien sûr, mais non, ça, tu fais bien, on passe comme ça assez rapidement. Juste, si tu pourrais expliquer, c'est où et comment ils ont trouvé cet artefact, parce que je connais un peu l'histoire, mais si tu pourrais juste expliquer brièvement. Oui, c'est une série d'artefacts, il n'est pas tout seul, il a été trouvé dans des mines en Équateur, à très grande profondeur, et donc ils ont été datés, on a pu les dater à au moins 80 000 ans. Donc en réalité, cette pyramide qui est très curieuse, parce que là, bon, je n'aurais peut-être pas dû la présenter parce qu'il y a des gens qui vont se faire des idées, mais en réalité, c'est un peu comme la Svastika tout à l'heure, la croix gammée. Actuellement, la pyramide avec l'œil à l'intérieur a une mauvaise réputation parce qu'on l'attribue à des tas de trucs, mais en réalité, il faut savoir qu'elle existe depuis 80 000 ans. Donc, elle n'a aucun rapport avec, on peut dire, l'illustration qu'on lui donne actuellement. C'est encore une preuve que les gens ne sont pas vraiment informés des choses. Alors, cet artefact,
c'est une pyramide, bon, avec un œil intérieur, et sur laquelle était inscrit, on voit en bas, des points d'or. Et arrêté qui représente la constellation d'Orion. Donc il y aurait un lien, on peut dire privilégié, entre l'Agartha et aussi certains extraterrestres venant d'Orion. Et alors aussi, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites, et d'après moi, qui sont pas basées correctement, sur la constellation d'Orion, qui est une constellation qui a toujours suivi l'évolution de l'humanité dans toutes les civilisations. Donc, tu vois, on peut faire une enquête avec des artefacts qui sont des artefacts sérieux. Ça, c'était prouvé. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont été trouvés. Hein. Oui, c'est clair. Voilà, donc sur la France entière, nous, ce qu'on travaille, c'est sur la France, on a des structures qui apparaissent comme ça et qui nous indiquent la présence de ce contact qui peut se faire avec l'Agartha. On me dirait, mais est-ce que ça se fait qu'en France? Non, bien sûr, le contact avec l'Agartha, on peut l'avoir sur la Terre entière. Mais nous, on travaille sur la France, nous, on s'est spécialisé. Voilà. Pour certaines raisons dont je ne veux pas dévoiler maintenant, on s'est spécialisé sur la France. Et Raymond Spinozzi, lui, s'est spécialisé sur le sud de la France, donc on en a parlé tout à l'heure. Et donc, en réalité, là, il semblerait qu'il y ait des accès sur lesquels on travaille. Maintenant, il y a d'autres chercheurs qui peuvent trouver des accès ailleurs. Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis, nous, on travaille là-dessus et on montre les résultats que nous avons là-dessus. Voilà. Donc, il y aurait comme des technologies, comme des schémas qui seraient là et qui seraient d'une certaine façon reliés à l'Agartha. Mais pas qu'à l'Agartha, mais en contrepartie, en partie reliés à l'Agartha. Donc, ce serait un petit peu comme une enquête de découverte, un message laissé par des sommets de montagne qui indiquerait la présence de civilisations différentes. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu en as parlé des Mayas. Le 21 décembre 2012 a fait couler beaucoup d'encre. Et en réalité, pour nous, pour les chercheurs qui travaillent là-dessus, bien sûr, le 21 décembre 2012, alors quand je dis le 21 décembre, ce n'est pas le 21 décembre, disons la période, voilà, eh bien, a commencé à initialiser une espèce de compte à rebours. Un compte à rebours qui va peut-être se solder par des contacts avec des civilisations, on peut dire, exogènes. C'est-à-dire des civilisations qui viennent de l'extérieur, soit des extraterrestres, mais aussi des civilisations qui viennent des mondes intérieurs. Donc on peut dire que pour nous, le 21 décembre 2012 n'a pas été la fin, c'est pas un cataclysme arrêté, c'est un compte à rebours qui a commencé une période où des contacts peuvent s'initialiser avec d'autres types d'intelligence. Voilà pour nous ce qui a été le message des Mayas. D'où le changement, il parlait d'un changement, pas d'une fin de monde, d'un cataclysme, il parlait d'un changement, voilà. Changement vraiment important. La fin du monde, le cataclysme, c'est que nous qu'on peut la créer. C'est avec notre comportement aberrant, c'est qu'on continue de pourrir la planète, c'est qu'on continue à faire poser des bombes, tout ça, c'est nous qu'on va le créer. Il n'y a pas besoin d'avoir le 21 décembre 2012. Mais ça, c'est clair. Mais donc, là, ils nous disent, attention, vous allez rencontrer, et là, préparez-vous, parce que ça va faire des changements incroyables. Donc, c'est un petit peu le message qu'ils nous avaient laissé en nous disant aussi, faites attention à la planète, parce que si vous détruisez la planète, vous n'avez qu'une planète où vous habitez, puis ça sera dommage pour vous. Voyez, voilà. Donc, bien sûr, on va retrouver ça avec des voyants comme Nostradamus qui vont parler de certaines choses. Alors là aussi, ça serait une conférence entière là-dessus, les derniers secrets de Nostradamus, qui est écrit par un ami à moi qui s'appelle Guy Tarade, que je salue au passage, et qui habite du côté de Nice, qui est âgé, qui est pas loin de chez toi, tu vois. Guy Tarade, très savant aussi, qui est connu par Raymond Spinozzi, il connaît bien Raymond Spinozzi aussi. Et donc, en réalité, voilà, il a écrit des livres, plein de livres, et un qui s'appelle Le dernier secret de Nostradamus, qui est très intéressant, et qui montre dans ce livre, que je vous conseille, si vous pouvez vous le procurer, vous verrez, il est très intéressant, il est encore d'actualité, malgré qu'il date de plusieurs années, et là, il nous parle de lieux, d'anciens lieux du côté de Nice, où serait inscrit un secret, ce secret justement de la fin des temps, dans le sens où un nouveau temps commence, c'est-à-dire un nouveau temps de rapport, de communication, une ancienne façon d'isolement de la Terre, mais quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur. Et là, on va voir dans ces lieux autour de Nice, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ne sort pas. Donc, il existe, on peut aller les voir, on peut aller les toucher, ce n'est pas des lieux mythiques, c'est au-dessus de Nice. Et là, on voit une horloge avec une heure. Et cette heure, bien sûr, elle nous parle de l'heure du changement. On appelle ça l'heure de ta mort. Et en réalité, c'est l'heure du changement. Donc, on nous annonce un changement. Et les anciens savaient ça. Ils ont laissé des signes. Soit, ça, c'est les moines franciscains, par exemple, qui ont fait ça. Et bien, il y a les Mayas, les moines franciscains, les Hopis, et d'autres qui ont tous laissé les Égyptiens avec leurs pyramides. Ils ont laissé des messages pour que nous soyons avertis que ce changement est en cours. Pour que nous puissions, si nous voulons, nous préparer. Maintenant, si on ne veut pas se préparer, c'est comme on veut. Mais la rencontre va quand même avoir lieu. Ça, on ne peut pas arrêter la rencontre.
Donc, ça veut dire qu'ils nous disent préparez-vous, sinon ben, ça, vous allez être grandement surpris. Hein. Voilà. Donc, toi, tous ces messages sont là et on peut les apprendre à les décoder. Ce sont des peintures qu'on peut aller voir, qu'on peut comprendre, qu'on peut décrypter. Et dans son livre, Guitarade en parle de façon très intéressante. Hein. Pour te dire que ça s'est basé sur des choses réelles. Il n'y a pas de trucs. On va retrouver même des schémas sumériens. Hein, on parle souvent des retours des dieux. En réalité, ce n'est pas des dieux du tout. Hein. C'est le retour dire un peu des gardiens de la Terre, de ceux qui ont aidé la Terre dans son évolution, qui ont été tenus à l'écart pendant des siècles et des siècles, et maintenant, eh bien, ils reviennent parce qu'il y a un moment précis où la Terre va grandir, va passer à autre chose, va sortir de son isolement. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, ici, je vais faire rapide. D'autres glyphes vont être trouvés par notre chercheur qui s'appelle Maxime Pellin, du côté du Portugal. Et petit à petit, alors là, il y aurait des émissions entières en fait sur des contacts qui ont été faits sur des lieux comme Fatima ou d'autres choses comme ça, qui est un lieu extrêmement important. Donc, sur les visiter. Et en réalité, là, on va nous raconter des histoires et surtout, on va nous faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Par exemple, le véritable secret de Fatima, le 4e secret de Fatima. Par exemple, donc, tout ça, c'est relié à toutes ces rencontres, à ces préparations, on peut dire. On peut dire que Fatima, d'une certaine façon, c'est une préparation à la rencontre que nous sommes en train de préparer. Alors, tu vois, ici, tout ça, c'est tué par des dessins qui apparaissent, toujours par des sommets de montagne, hein, ici, voilà. Par exemple, ici, on a au Portugal, mais le même dessin va apparaître ici, dans la Drôme, à Rémusat. D'accord. C'est dingue. Hein. Donc, c'est dingue. C'est dingue, on peut se dire, mais comment, tu vois, j'y crois bien, c'est le même, hein, et pourtant, c'est pas le même endroit. C'est exactement la même structure et le même sourire. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. On peut pas dire, on peut pas dire c'est un hasard, quoi. Non, mais c'est vrai, ouais. Tu vois, oui, Hervé, donc il sourit, donc il fait pas la gueule. Mais voilà, donc mais il fait des bonnes nouvelles. Il amène des bonnes nouvelles, il nous dit on vous attend avec le cœur ouvert. Maintenant, est-ce que vous avez le sourire? Ça, c'est autre chose. Hein. Il te sourit. Si tu souris, ça va. Si tu ne souris pas, eh ben, ça ira pas. Donc, il te propose de sourire. Voilà. Bien sûr. En espérant que c'est pas un sourire mesquin. Non, tu sais, les civilisations avancées n'ont pas de sourire mesquin. Ils sont assez sages. Lorsqu'ils sourient, ils sourit correctement. Ils ne sont pas ironiques. Ah, bien sûr. Non mais là c'est vraiment incroyable, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors là on peut donner beaucoup d'explications, il y a des conférences entières là-dessus où on explique les témoignages, pourquoi. Là je vous montre simplement des indices de réflexion pour vous dire, tout ça c'est pas basé sur rien, c'est pas une idée, c'est vraiment une enquête qui a duré des années. Même tu vois ici un texte qui est apparu avec code Maya 12, c'est en Provence, pareil. Donc tu vois que toutes ces informations qui ont été trouvées sur des cartes nous amènent petit à petit à ces contacts, à ces échanges d'informations avec ces civilisations exogènes, je répète, qui sont soit intraterrestres, soit extraterrestres, mais rappelle-toi que, en réalité, ils travaillent la main dans la main. C'est à nous, les forces de la surface, les gens de la surface, de faire la paix. On ne peut pas recevoir ces civilisations si on est en guerre. Alors, si on se pose la question de ce qui se passe actuellement, dans l'état de guerre, d'urgence qu'on a mis la France, eh bien, quelque part, on n'est pas prêt à les recevoir, hein, c'est clair. Donc, tu vois, il y a une grande réflexion à faire à ce niveau-là. Si on n'a pas fait la paix chez nous, on ne peut pas recevoir des gens qui viennent en paix. Bien sûr, tout à fait. Pour te dire, tu vois, ce personnage est issu de ce qu'on appelle des sites de Nazca au Pérou. Hein. Donc, c'est que les fameux glyphes Nazca. C'est l'astronaute, c'est ça? L'astronaute péruvien, on va dire. Alors, c'est là que j'en ai pas dormi de la nuit. Alors, je te laisse expliquer au public. Non, mais c'est incroyable. Là, franchement, mais ça m'a retourné la tête. Que les Nazca, c'est dans le sud du Pérou. C'est un des déserts les plus arides de la Terre entière. Et on a retrouvé des centaines de glyphes dessinés qui font plusieurs centaines de mètres, qu'on appelle les glyphes de la civilisation de Nazca. C'est une civilisation qui aurait vécu il y a 3000 ans, et donc très mystérieuse, et qui aurait dessiné ces glyphes. Alors personne n'a expliqué pourquoi ils sont dessinés. Alors on a des études archéologiques, mais on n'arrive pas vraiment à déterminer. Et ces glyphes ne sont visibles que d'en haut, bien sûr. Alors savoir qu'à l'époque, il y a 3000 ans, il est notoire que les civilisations n'avaient pas d'avion. Donc dessiner des glyphes qui ne sont visibles que d'en haut, c'est perdre son temps, puisque vous ne pouvez même pas les voir. Bien sûr. Et ici, au moins, un de ces nombreux glyphes, parce qu'il y en a des centaines, on découvre encore. Il y en a un découvre encore à notre époque. Il y en a encore, il n'y a pas longtemps, on a retrouvé encore des cycles, des glyphes. Et donc, on voit ici un des glyphes qui s'appelle, tu le vois bien ici, il s'appelle l'astronaute. C'est les gens qui l'ont appelé comme ça.
Alors, parce qu'il a le main levée en l'air et l'autre main là, il est là, et il signe le P. Il va appeler l'astronaute, peut-être en rapport avec des êtres qui ont visité les Nazca, parce qu'il y a des légendes au Pérou, des êtres qui seraient venus dans les temps anciens et qui étaient là. Alors peut-être c'est une effigie à leur venue. Bien sûr, mais surtout que là on voit donc la photo, c'est sur le flanc d'une montagne entière, quoi. Ah oui. Ouais, c'est le flanc. C'est incroyable. Ah oui, alors il existe, moi je suis allé le voir en avion, hein. C'est pas un montage, hein. Tu vas là-bas, tu prends l'avion, alors faut pas avoir mal au cœur, hein. Mais tu prends l'avion et l'avion te fait visiter tous les sites, fait une partie des sites et tu les vois de tes yeux. Donc je veux dire, c'est purement connu. Alors tu vois, il est là sur une montagne, il fait plusieurs centaines de mètres de long. On l'appelle l'astronaute ou l'ancien astronaute, il est là. Donc tu dis ok, pas de problème. Eh bien, tu vois, ici on peut trouver aussi d'autres, dans des grottes, hein, des représentations, là aussi pareil, de ces anciens astronautes, donc c'est pas unique. Hein. Et voilà ce qui est apparu en Provence, dessiné par des sommets de montagne. Donc là, excuse-moi, mais voilà, tu as vraiment l'impression de passer dans un autre monde, tu vois, tu te dis, mais est-ce que c'est possible que ça existe? Voilà. Dessiné par des sommets de montagne, pour le savoir, à tous les points sont des sommets de montagne. Et donc, le même et le pareil, je l'ai dit à côté, tu le vois en référence. Ouais. C'est incroyable. Alors, là, comment alors juste c'est vers où là ces sommets de montagne? Alors à Théopolis, tu vois, Théopolis c'est là. Donc ici au-dessus on est dans les Alpes, des Hautes-Alpes, et en bas on est dans le partie des Alpes d'Haute-Provence ici. Et là-haut c'est les Hautes-Alpes. Et là c'est Théopolis. Ouais. Toi c'est toujours la même région, comme on l'a vu tout à l'heure. La même chose. Et le même personnage qui nous fait signe et qui nous dit la paix. Alors tu dis il est au Pérou, mais il en a là. Ça veut dire quoi? Alors c'est sûr que tu rentres, tu sais, dans la 4e dimension là. Vous rentrez dans la 4e dimension. Alors tu te dis, mais pourquoi c'est là? Tu peux le vérifier à 100%. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est? En réalité, je fais un petit peu des sauts rapidement, mais ce personnage a appris plus tard que ces astronautes qu'on l'appelait, en réalité, n'est pas du tout un astronaute comme on conçoit, mais en réalité était un personnage de l'Agartha, c'est-à-dire un émissaire de l'Agartha, c'est-à-dire des êtres qui viennent de l'Agartha. Alors, il faut savoir qu'une grande quantité de phénomènes ovnis qu'on voit sur Terre sont dus en partie à des stellaires, à des êtres qui viennent des étoiles, mais en grosse partie à ceux qui viennent de l'Agartha, parce qu'ils ont développé une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Donc, pas mal de vaisseaux qu'on prend pour être des extraterrestres, en réalité, seraient plutôt d'origine intraterrestre. Ce qui semblerait beaucoup plus logique par rapport à tout ça. Donc, en réalité, cet astronaute, entre parenthèses, bien sûr, ou cet intranaute, on peut dire, voilà. Exact. Il est là, il nous salue, et il nous invite à venir à leur rencontre. Mais je rappelle quelque chose qu'on ne peut pas aller à leur rencontre comme ça, il faut se préparer, il faut avoir fait la paix en soi. Ça c'est vraiment une question que je dis, il faut faire la paix en soi. Si on n'a pas la paix avec soi, on ne peut pas les rencontrer. Ça c'est vraiment important. Ou sinon c'est la catastrophe. Ou sinon, et ils ne le feront pas. Ils sont assez sages pour ne pas venir rencontrer des humains si c'est pour déclarer une guerre, si c'est pour avoir des troubles. Ce n'est pas la peine. Ce sont des êtres qui ne sont pas des prédateurs, ce sont des êtres qui sont des êtres avancés, donc ils veulent la paix. Alors c'est à nous, on peut dire, c'est pour ça que c'est nous qu'on fait l'appel Lagartha. Dans l'appel Lagartha, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous vous appelons parce que nous sommes en paix. Enfin, au moins ceux qui les appellent. Et malheureusement, sur Terre, tout le monde ne passe pas pour faire cet appel. Il faut avoir, quand on fait cet appel, il faut avoir la paix dans le cœur. Si tu n'as pas la paix dans le cœur, on ne fait pas l'appel, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Tu vois, c'est vraiment un appel d'amour, on peut dire un appel de compassion, un appel du cœur pur. Ça, c'est vraiment important. Ok. Voilà. Alors, donc, je vous ai parlé tout à l'heure que peut-être que certaines civilisations qui constituent l'Agartha seraient venues du fameux continent disparu, perdu, qui s'appelle Mu. Ça, tout le monde a entendu parler, qui aurait été dans le Pacifique, en réalité. Et en bas, je vous ai mis les deux Sovastiska, une à droite, une à gauche, qui étaient le symbole privilégié qu'utilisaient ceux de Mu pour se communiquer leur amour, pour communiquer leur harmonie. J'ai utilisé ça, hein, c'est un symbole de Mu, Sovastiska. Ça va. Voilà. Alors, pas le nazisme, on l'a dit. Pas le nazisme. Sovastiska, symbole de paix, d'équilibre. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Hein. Donc, ça, c'est important. Alors, je ne suis pas du jugement que je dis, mais je dis, il ne faut pas confondre. C'est vraiment important. Un exemple ici de toutes les Sovastiska, enfin, pas toutes, c'est pas exhaustif, des exemples de Sovastiska dans tous les pays très anciens. Tu le vois, les Hopis, le christianisme, Malte, le Tibet, Ceylan, la Chine, le Japon, l'islam, ainsi de suite, l'Inde.
Tu vois, les Celtes, même les Celtes, les Ouais, Mali, ouais, les Aztèques, tu vois, les Grecs. Donc, c'est en dingue, hein. réalité, c'est pas exhaustif, hein. Tu peux Ouais, ouais. continuer à voir. Donc, on voit que tous les anciens avaient gardé ce souvenir de civilisation, on peut dire, extraterrestre, qui avait Ouais, ce ouais. symbole. Ouais. D'accord. Bon, là, Très bien, j'explique, on va très bien. passer, hein. On Oui, l'a déjà ouais. expliqué. Là aussi, ça aussi, on l'a expliqué, c'est Ouais, l'Allemagne. ouais, Bon, on l'a voilà. expliqué Alors, tout à voilà. l'heure, tout à fait, C'est hein. le Dalai Lama. Je parlais tout à l'heure, regarde le Dalai Lama. Et Il voilà. avait, Bah, c'est le genre de et Bouddha regarde que je là. voyais quand j'étais en Chine, quoi. Voilà. Tu vois, avec ça, c'est la preuve, hein. Tu peux Ah pas. ouais, Tu peux bien sûr, pas. bien sûr. Et puis il y en a, il y en a que j'avais vu genre comme ça, tu vois, de cette position-là, et ils avaient la croix dans la main, tu vois, par exemple. Oui. Donc Ah ouais, bien ouais, c'est sûr, vrai. ouais. C'est la symétrie, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est Voilà, l'équilibre des 4 forces radicales, hein, faut le savoir. voilà, bah voilà. Voilà, encore d'autres exemples, tu vois, je peux te dire, tu vois, voilà. Ouais. Hein. Bon, tu vois que si tu fais une enquête, tout de suite on comprend. Alors, si on ne fait pas d'enquête, on peut dire n'importe quoi. Mais si on fait une enquête que je renseigne, eh bien, on a des informations correctes, et là on comprend mieux. Voilà. Ouais. Alors ici, par exemple, on peut imaginer, on prend un triangle qui est la base de la trinité, si tu veux, d'équilibre. Ici, on met un signe ici, et en haut, les deux signes fusionnent. Se fusionnent, ouais. Alors, je vais préparer une carte. Alors, ici même, on a même pu utiliser les somatiskas avec les signes du zodiaque pour déterminer des moments de l'année. Ça, c'est les anciens qui le faisaient, tu vois. Ouais. Et à des moments de l'année, la fusion de deux somatiskas était, ici on avait par exemple le printemps, ici on avait l'été, tu vois, ici en réalité, on avait utilisé Somatiska pour représenter l'année, la différence symbole. D'accord, le personnage. Printemps. Donc tu vois que les connaissaient ce symbole, la clé de ce symbole était la clé énergétique de savoir ancien. D'accord. Alors, pour ceux que je conseille, c'est un livre qui est difficile à trouver. Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Le paradis perdu de Mu. Le continent englouti du Pacifique, écrit par Louis Conde Vincent, qui a travaillé aussi sur la bioélectronique. Et donc, c'est un livre très sérieux qui parle de ces choses-là. Alors, renseignez-vous, lisez des choses qui sont correctes avant d'avoir un avis. Voilà. Ici, par exemple, un panier, hein, bon, tu vois, bon. Voilà. Un panier grec c'est de la civilisation. Non, je pense pas grec. Hein. D'accord. C'est une civilisation qui doit être plus ou moins indienne. Ah ouais, ici, c'est les Hébreux. D'accord. Quoi ok. Voilà, je passe un peu, hein, parce qu'on a trop de temps. Ouais. Un lustre. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a qu'ailleurs? Et non. Regardez l'église que j'allais visiter, Notre-Dame du Bourg, qui se trouve donc du côté de Toulouse, pas très loin de Toulouse. Notre-Dame du Bourg sera 30 km de Toulouse. Regardez ce qu'il y a dans son plafond. C'est hallucinant. Ah, c'est impressionnant, hein. Que des Somatiska, regardez. Ouais. C'est en France. Alors, dans une église catholique romaine. Comment expliquer ça? Ouais, comment expliquer ça? Bien sûr. Hein? Non, c'est incroyable. Ah, c'est pas... oui, c'est là, en plus, t'as vu les. Je vais même un peu rentrer un peu plus dans les détails. Ça fait donc une croix Svatiska rouge et jaune, c'est-à-dire tu vois deux croix en regardant une seule croix en fait. C'est vrai, tu as raison. Il y a des effets de dessin. Ça me fait penser au dessin des chairs comme d'habitude. Hein. Exactement. Alors tu vois ici, alors un jour je voudrais à Toulouse aller visiter Notre-Dame du Bourg. C'est incroyable, vous verrez de vos yeux quelque chose, c'est unique, j'ai vu qu'une. Hein. Ouais. Mais elle est là. C'est dingue. Voilà. Alors, quand nous sommes au Pérou en 2012, un ami à moi qui était en train de visiter la ville, c'était le soir, c'était à Cusco, c'est une ville qui se trouve à très haute altitude au Pérou, et on est en train de visiter la ville le jour des rameaux. Le jour des rameaux, c'est juste à la période de Pâques. Hein, et bien, à un moment donné, il veut photographier l'église, les lumières de l'église, et il voit un flash dans son appareil photo quand il prend la photo. Et quand il regarde ce qui s'est passé. On voit un engin en train de partir de l'église en réalité. D'accord. Et moi, il m'a montré tout de suite la photo. Moi, j'étais à côté de lui. Il m'a dit, regarde, Michel, j'ai vu. Je regarde, j'ai dit, c'est incroyable. Comment il a pu prendre cette photo, on ne sait pas. Il a été attiré. Il a pris la photo de l'église pour voir la lumière, si tu veux, pour voir l'église. Et là, il y a eu un flash. Et quand il a pris la photo, notre ami Patrick s'appelle. Et ici, on voit, et là, c'est clair, Pérou, c'est les Incas,
c'est l'intraterre, c'est clair. On a su que c'était un message de l'intraterre. Ouais. Pour dire, on est là, vous voyez. Et ça, c'est parfait. Tu peux pas expliquer ça il n'y avait pas d'orage, il faisait beau, donc il n'y a pas de... Hein, ouais, bien sûr. Alors, encore plus curieux, l'année d'après, il repart au Pérou faire un nouveau voyage avec une autre personne, si tu veux. Là, moi, j'y étais pas. Mais ce jour-là, c'est le jour. Et là, il reprend la même église. Toi, c'est la même église. Là. Je sais pas si tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, il prend une photo de l'église et regarde, il voit un point là-bas. Je dis, c'est quoi ce point? Il a grandi, regarde. C'est dingue. C'est incroyable. Au même endroit, un an après, pratiquement, quelques mois après, il arrive, il prend une photo de l'église, et en regardant la photo, il dit, mais qu'est-ce que c'est? En agrandissant, on a une sphère, là on voit une sphère qui est imposante. Alors, tu dis, 2 fois de suite, ça fait beaucoup. Toi, ouais. Voilà. Nous sommes allés aussi à un endroit au Pérou, la porte des dieux, on appelle ça la porte des dieux, au passage vers notre univers, à Ramamuru, on appelle, hein. C'est connu là-bas, et il y a eu des histoires de personnes qui sont passées à travers tout ça. Et on est allé faire un travail énergétique pendant qu'on était au voyage là-bas, on a fait un travail chamanique, si tu veux, et pendant qu'on faisait le travail chamanique, on le voit, je suis là, j'ai en train de tenir des cristaux dans les mains pendant des heures. Ah oui, et, c'est à un moment donné, oui. Ouais, non, j'essayais de te dire, voilà, donc c'est toi sur le côté droit de la photo qui tient donc. T'inquiète pas. Non, mais bon, t'as le chapeau, donc on voit que t'es bien aventurier. Et donc tu faisais quoi donc avec les, c'est quoi, c'est des pierres des. Ce sont des crânes de cristal, de petits crânes de cristal qui ont été achetés par des amis au Pérou. D'accord. Et j'ai reçu des informations en disant, tu vas prendre ces crânes, tu vas te... Et 2 heures, je suis resté sur la pierre, 2 heures. D'accord. Et pendant ce temps, les gens faisaient un travail chamanique avec des chamans, faisaient un travail chamanique sur la porte. Et il y a une amie qui prend la photo du groupe, tu vois, j'ai caché un peu les visages. Ouais. Et regarde au-dessus là, regarde ce qui apparaît. D'accord, il y avait un petit vaisseau. D'accord. Tu le vois ici, hein. Tu le vois ici, on vient grandi. Au-dessus là, et si on regarde la photo plus tard, quand on a grandi, on a dit, tiens, on avait une structure qui était au-dessus de nous, c'est pas un hélicoptère, hein, et qui était là, et qui, comme quoi ils accompagnent en permanence. Alors c'est quoi les extraterrestres, c'est sûr. Alors ça, on a vu quand même à Sovatisca, mon ami Maxime Pellin a eu des informations, il a commencé à tracer sur des cartes, on regarde, des Sovatisca qui apparaissent. Ok. Et si on le regarde, on parle de fameux bonhomme qu'on a vu tout à l'heure, les Sovatisca qui apparaissent sur les cartes. Alors, voilà, juste une petite info là, parce qu'on t'entend pas très bien, on a encore des problèmes de connexion là aujourd'hui, on te voit pas très bien et on t'entend pas très bien, mais on essaye de suivre, hein, on est tous avec toi. Juste, ces cartes là c'est en France encore ou Ah, toujours en France. D'accord. Toujours en France, du côté du centre de la France. Centre de la France, centre et vers le sud. Voilà. D'accord. C'est toujours des visions qui ont été tracées à partir des sommets de montagne. Et là, dans ce schéma, on voit apparaître 2 Sovatisca. Et on l'a vu tout à l'heure, une Sovatisca qui fusionne en gros par rapport à tout ça. C'est comme si nous avions laissé un message en disant, voyez, nous utilisons le symbole de notre civilisation, la civilisation de Mu. D'accord. Donc, ça a été laissé en héritage en reliant des sommets de montagne à travers des visions. On peut te dire que quand on a eu à voir ces cartes, on se disait, mais c'est incroyable, on a vraiment des informations qui tiennent le coup, qui sont OK. Voilà. Et ici, voilà le schéma tel qu'il est coloré, qu'il apparaît sur la France. Alors, c'est toute une technologie, hein, je ne veux pas la détailler. En réalité, c'est une énorme technologie qui permet de travailler sur les énergies, mais en même temps, il nous indique qu'ils utilisent, tu vois, les Sovatisca. Et ils nous indiquent un petit peu leur relation, c'est-à-dire qu'ils disent, nous sommes en relation avec l'Agartha, puisque l'Agartha, ça contient au moins la civilisation de Mu, et la civilisation de Mu utilisait les Sovatisca. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on a su que tous ces essais avaient un rapport avec l'Agartha. D'accord. Voilà. Alors, quand on fait fusionner 2 Sovatisca, on obtient ce symbole-là, qui est en réalité la potentielle. Il y a 4 potences, 4 taux. Et en réalité, ce symbole, tiens-toi bien, a été utilisé, normalement, je ne sais pas si je l'ai là, je crois que je dois avoir quelque part,
par les chevaliers, qu'on appelait les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre, qui gardaient le tombeau de Jésus à Jérusalem. Ils avaient sur leur torse une croix potencée. D'accord, d'accord. C'est historique, hein. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins un nombre de chevalerie qui utilisait la croix potencée comme symbole, et c'était les chevaliers du Saint-Sépulcre, les gardiens qui gardaient le tombeau du Christ à Jérusalem. D'accord, d'accord, d'accord. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Voilà, l'ensemble des cartes, ça donne ça, tu vois. C'est vraiment un message que nous adresse la civilisation Agartha. Ils nous disent l'équilibre des opposés. Vous devez être un équilibre. Vous devez être dans la paix. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, donc, moi, tous ces schémas sont là. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai jamais pu expliquer. C'est une carte très curieuse et qui montre une écriture que je ne connais pas. Et regarde ce qu'il y a à l'intérieur de c'est l'intraterre, en réalité, d'une autre façon de voir l'intraterre. Il y a deux Sovatisca qui apparaissent, regarde. On les voit. Sur la carte. Oui, exact. Une à gauche et à droite. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, pour vous dire que c'est utilisé, c'est là. Faut le connaître. D'accord, ouais. Pas mal. Voilà. Donc, les schémas sont apparus après. Alors, je ne veux pas rentrer parce que l'heure avance et je voudrais qu'on finisse les quarts d'heure. Pas de souci. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître des dessins qui nous indiquent des heures. Ils nous disent l'heure est en train d'avancer, l'heure est en train d'arriver pour préparer le contact. Donc, tous ces glyphes qui on pourrait détailler pendant des heures et des heures nous indiquent que nous sommes en train d'avancer, que l'horloge est en train d'avancer et que nous arrivons bientôt au moment des contrôles, où l'homme doit apprendre à renaître dans une autre vision de lui-même, dans une vision de paix, d'ouverture, et qu'il doit arrêter de détruire sa planète et se détruire lui-même. C'est vraiment important. Voilà le message. Alors quand on superpose ça, on voit que le bonhomme apparaît derrière, et le bonhomme, il nous dit bien ça, il nous dit il est l'heure du contact, il est l'heure vraiment de se préparer. C'est l'appel de l'Agartha. Bien sûr. Voilà. Ok. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite parce que je voudrais finir. Je vais aller un peu plus vite jusqu'à la fin pour donner le message final. Je crois que les auditeurs ont compris un petit peu le message. Parce que je veux pas trop ce sont des diaporamas qui sont faits pour durer longtemps. J'ai voulu donner le maximum d'informations, mais vu l'heure avance, on va passer ce qui n'est pas essentiel. Voilà. Pas de souci, pas de souci. Ça, on reprendra une autre fois. Oui. J'espère que tu reviendras dans le monde mystérieux quand même. Alors, il faut savoir qu'il y a des crop circles qui sont apparus, puisqu'on avait fait une émission sur les crop circles, qui pourraient représenter l'ouverture de ces portes. Hein. On voit ici l'ouverture de ces portes, là, le trou de verre, on peut dire. Donc là aussi, on a un crop circle qui peut représenter un trou de verre, un passage, un tunnel, tu vois, qui pourrait être le passage vers l'intraterre. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, ensuite, nous allons aller. Attends, je cherche ce qui est intéressant. Voilà, nous allons arriver à ce point final, on peut dire, qui est important. Ici, je rappelle que la force envisage, c'est un petit peu tous ces êtres de bonne volonté qui veulent se préparer pour faire la rencontre, que ce soit à la fois par des célestes ou des intraterrestres. Donc, il n'y a pas de programme de préparation. Chacun trouve son propre programme. Mais on peut dire que les paramètres, c'est l'ouverture du cœur, c'est la paix dans le cœur, c'est la réflexion juste, c'est pas le jugement. C'est tout ce que donne en réalité la spiritualité vraie, c'est-à-dire être des gens purs, vrais. Ça, c'est vraiment important. Une idée, la FSV, c'est une idée, faire que la transition planétaire se passe au mieux et de la façon optimale. Voilà ce que c'est la FSV. C'est une idée qui court, qui dit qu'on va faire de notre mieux pour que ça se passe pour notre mieux et de la meilleure façon. Voilà, ça, c'est vraiment important de le comprendre. De cette transition planétaire, transition, ça veut dire le passage d'un endroit à un autre endroit, d'un état à un autre endroit. C'est maintenant que ça se passe. Ça se passe maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est tout de suite que c'est en train de se passer. Voilà. Donc, il va y avoir des moments très particuliers, je le cite maintenant, mais on y reviendra peut-être un jour, qui est un moment qui s'appelle le 28 juillet 2019, qui est une porte qui va vraiment s'ouvrir énergétique. Là, on a les preuves, on a vraiment de quoi parler sérieusement. C'est pas un truc à l'air, c'est pas un fantasme, c'est pas un message qu'on a reçu comme ça, c'est vraiment des données très sérieuses. Le 28 juillet, si vous avez une date à retenir, retenez-la. Le 28 juillet 2019 est une date importante dans ce grand passage, on peut dire, vers le contact. Cette communication. D'accord. Alors on peut dire, on vous invite. La FSV, qu'est-ce qu'elle dit à ces agartiens? Elle dit, on vous invite. Venez, on est prêt à vous recevoir, on est en train de se préparer pour vous recevoir. Alors ici, on avait fait une petite carte. Voici le petit message qu'il pourrait nous dire.
ils nous disent, les Agarciens, si les Agarciens nous disent un message, ils nous disent « Invitez-nous à venir vers vous ». C'est pour ça qu'on fait l'appel. Bonjour, nous vous apportons la paix du cœur et nous serons parmi vous quand vous nous demanderez collectivement. Donc c'est pour ça que l'appel de l'Agartha a été fait. C'est pour qu'il y ait un minimum de personnes qui appellent l'Agartha en disant « Vous pouvez commencer le processus de notre rencontre. On se prépare. » Voilà. Donc, voilà, ce personnage, c'est l'émissaire de l'Agartha qui vient vers nous et qui nous dit c'est l'heure de l'opportunité, il y a des possibilités. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous le voulez ou vous ne le voulez pas. C'est vraiment important. Alors, pour se préparer à ces choses, il y a des technologies. Ici, par exemple, on utilise des lettres, des formes de lettres très particulières qui sont des symboles qui permettent. Mais ça, ce sont des préparations, si tu veux, spécifiques à certaines chercheurs. Mais elles existent. Hein, voilà. Voilà, ici, donc, voilà. Je vous rappelle aussi que dans le sud de la France, par exemple, ici, il y a une partie d'une équipe qu'on était en sortie sur les lieux. Et tu vois, ces personnes sont en train de travailler. Une personne prend la photo dans le ciel et regarde ce qu'il y a. Et voilà, encore une fois. Encore une fois. Voilà. C'est pas un avion, hein. Ah non, bah non. Donc, non, ça n'a pas d'aile. C'est récurrent, ils sont là en permanence. Il suffit parfois de faire. Mais juste si je peux te poser cette question, ça t'arrive souvent, par exemple, tu vas dans des séminaires, tu sors et vous avez sur les photos des observations d'OVNI? Ah ouais. Ouais, moi je le fais souvent. Peut-être je le fais plus parce que j'ai fait des dizaines de photos. Raymond en faisait tout le temps comme ça. Donc Raymond la faisait tout le temps. Moi de temps en temps je me fais plaisir, je sors, je reprends la photo et sur je prends une dizaine de photos. Sur la dizaine, il y en a une ou deux où vous avez un truc comme ça. D'accord. C'est incroyable. Ah ouais. Alors par exemple en Alsace, à l'Agartha, septembre 2000, ça sort un petit peu 2015. L'année dernière. C'est dingue. Tout le temps. Rappelons-nous les vaisseaux de Raymond, qui nous a parlé tout à l'heure. Ça illustre un peu ça. Cet appel, voilà, l'appel, invitez-nous à venir vers vous. C'est ça, le contact. L'ADN, quand les Agarciens nous disent vous avez des techniques maintenant, vous pouvez vous préparer avec l'ADN, vous pouvez accélérer le processus à travers l'ADN. Ça, c'est important. Tiens, là, voilà la photo du chevalier du Saint-Sépulcre. Elle est là. D'accord, ouais. Ok. Voilà, donc ils sont en train d'arriver. Très peu de temps, on arrive. Voilà, ce sont des photos d'illustration, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, alors, nous pouvons dire que notre système est en train, il a une fêlure, notre système est en train d'être brisé. Il y a quelque chose qui est en train une nouvelle matrice qui est en train d'apparaître. Ouais, c'est ça. Système fêlure, c'est-à-dire notre façon de voir la réalité est en train de changer. Maintenant, est-ce qu'on va participer à ça volontairement ou pas? C'est à nous de décider. Si on veut. Il y a une nouvelle matrice de réalité qui se crée, une matrice beaucoup plus heureuse, beaucoup plus optimiste, une matrice d'expansion. On est en train de quitter l'ancienne matrice de restriction, de contrôle, de manipulation. C'est fini, c'est en train de finir. Une nouvelle matrice, mais pour cela, il faut qu'on regarde le positif. On ne peut pas rentrer cette matrice avec le négatif. Vous oubliez le reste et se concentrer sur le positif. Voilà. Donc, une nouvelle matrice apparaissent. Ok. Voilà encore une photo, un tableau qu'avait fait notre ami qu'on a vu tout à l'heure. Et bien ici, toi, elle avait fait ce contact. Elle a fait ce tableau en mai 2007. Et là, elle a dit c'est un rêve qu'elle a fait. Et elle a rêvé de ce contact, comme des êtres qui venaient vers elle. Et elle l'a peint. D'accord. Tu vois, voilà. Alors, c'est que des femmes. J'ai fait beaucoup de vidéos avec Debosca Productions. Pour ceux qui voudraient avoir un compte rendu un peu plus précis de tout ça, vous pouvez contacter le site Debosca Productions. C'est un site internet où vous pouvez commander, même télécharger, je crois que ça coûte 15 €, les vidéos qu'on a fait avec Raymond ou aussi avec Maxime Pellin et qui parlent de ces choses-là. Donc vous voyez, il y a quand même du matériel. Là, c'est tout expliqué en détail, bien sûr. Debosca Productions. Voilà. Là, des deux vidéos que j'ai fait en dernier s'appellent Fenêtre temporelle, le rôle sacré de la France, toujours chez Debosca Productions. Pour vous dire qu'il y a des données sérieuses. Alors oui, voilà. Donc ça, c'est la révélation finale. Raymond m'a donné récemment l'autorisation. Il m'a dit, pour l'instant, tu ne le dis pas, il m'a donné l'autorisation que il a, au moment de l'épiphanie 2016, il est allé dans le Var, à Sillars-la-Cascade, et là, dans une grotte que je connais, il a fait une rencontre, il a rencontré des Agarciens. D'accord. Alors, avant de faire cette rencontre, il avait fait une photo dans le ciel qu'il a mis sur son espace Facebook. Vous pouvez retrouver cette photo sur l'espace Facebook. Et il marque mon contact avec des énergies issues de l'Agartha
qui m'enseigne pour le grand rendez-vous du 28 mars 2016. Donc il avait présenté cette photo, donc on peut dire que cette photo, c'est la photo d'un vaisseau de l'Agartha, on peut dire. Et à ce moment, lorsqu'il est allé dans la grotte, voilà la photo qu'il a fait dans la grotte. Il m'a dit, il y a eu des présences, à un moment donné, sont apparues. Et en réalité, il m'a dit, ces présences sont apparues au début un peu particulières parce que j'avais un peu peur. Et ils m'ont dit, elles ont pris la forme de ma peur. Il a été un peu surpris. Et à un moment donné, quand il a été en paix dans son cœur, eh bien, les formes ont changé de forme et là, il a été content. En réalité, il me dit, c'est un peu comme des êtres polymorphiques. Certains garçons sont capables de prendre l'apparence de l'état émotionnel dans lequel tu es. C'est pour ça que pour la rencontre, pour le contact, tu m'as dit Raymond, c'est très important, il m'a dit c'est des choses très importantes, il faut que les gens sachent que c'est l'état émotionnel lequel ils sont qui va déterminer la nature du contact. D'accord. C'est vraiment important. C'est dingue. Hein. Et là, la photo qu'on voit, ce sont des énergies dans la grotte. Hein. Ce sont des gens de la grotte qui sont apparus. Il m'a dit, à un moment donné, j'ai pu prendre qu'une photo. Il m'a dit c'était difficile parce que j'ai pris avec mon portable. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est un peu fou, mais c'est normal. C'est parce que ce sont des énergies qui étaient là et qui ont changé. En réalité, il m'a dit, alors voici le message qu'il va recevoir Raymond. Raymond va recevoir un message. Et il est en réalité on peut dire, le contact privilégié de l'Agartha depuis des années qu'il travaille dessus et s'est préparé à ses contacts. Alors voici ce que je vais vous dire, ce qu'il m'avait dit que les Agartha de transmettre. C'est un scoop. Hein. J'ai la chance d'avoir ce scoop ici sur Monde Mystérieux. Ce scoop parce qu'en réalité, j'ai dit à peu de place, sauf dimanche, je te dis, avec quelques chercheurs. Il m'a dit que les Agarthiens, de ce qu'ils ont dit, hein, reviennent régulièrement, tous les 4000 ans à peu près. Tous les 4000 ans, ils cherchent à entrer en contact avec les humains de la surface, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas bien marché. Jusqu'à maintenant, il y a eu toujours des cataclysmes, il y a eu une incompréhension, donc ils n'ont vraiment jamais réussi à faire un contact en intelligence. Et là, ils souhaitent que, pour maintenant, ce contact se passe au mieux. C'est ce qu'ils souhaitent, bien sûr, mais ils disent, pour une fois, essayez de vous préparer et d'avoir un contact correct. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont essayé plusieurs fois, tous les 4000 ans. Et en plus, il a reçu des dates à partir de laquelle il va pouvoir, le contact va pouvoir se faire un peu mieux. Alors, je vais être obligé de sortir du diaporama parce que les dates, je les ai sur pas de souci. Voici ce qu'il dit. Donc, depuis de nombreuses années, Raymond Spinozzi a développé des contacts sur de nombreux sites sacrés en Provence. Il a fait de nouveaux photos et films. En même temps, on sait que c'est en majorité des Agarthiens qu'il a pris en photo. Voici ce qu'il a autorisé à dire. Ils refont surface selon une période cyclique de 4000 ans pour voir si les humains de la surface sont prêts à les accueillir. Jusqu'à présent, cela n'a pas pu aboutir. Cette fois-ci, ils espèrent que cela se passera de la meilleure façon. Il propose, donc, ils ont proposé à Raymond, et Raymond donc détient cette initiative maintenant, il propose une série initiée par lui. D'accord. Alors, on a encore des petits... Jean-Michel, tu m'entends? Jean-Michel, pardon. Puis selon le cycle, le contact d'après sera 4 avril 2016. Le contact d'après, le 6 juillet 2016. Jean-Michel, pardon, ça a encore bugué un peu, désolé. Est-ce que tu peux nous répéter désolé, ça a bugué, on t'a pas entendu. Désolé. Alors, je dis donc qu'ils refont surface selon une période cyclique de 4000 ans. C'est ce qu'ont dit les Agarthiens, Raymond dans la grotte. Hein. Ils refont surface selon une période cyclique de 4000 ans pour voir si les humains de la surface sont prêts à les accueillir. Jusqu'à présent, cela n'a pas abouti. Cette fois-ci, maintenant, ils espèrent que cela se passera de la meilleure façon. Ils proposent ainsi, à travers Raymond, à travers le contact de Raymond, une série de contacts aux dates suivantes. Le 28 mars 2016, on en a parlé, le 4 avril 2016, le 6 juillet 2016 et le 7 octobre 2016 pour l'instant. Ces contacts auront lieu dans le sud de la France pour certaines raisons énergétiques. Les personnes qui désirent participer à ces contacts peuvent se relier durant ces jours-là à la vibration de M. Raymond Spinozzi pour renforcer cette liaison et permettre un renforcement aussi de la connexion. Ensuite, une dernière révélation, les Agarthiens, comme Raymond Spinozzi a rencontré dans la grotte de Sillé-en-la-Cascade, sont polymorphes, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils peuvent prendre une reliée aux émotions du moment. D'où qu'un bon nettoyage émotionnel et psychique est favorable pour un contact confortable. Je dis que vous pouvez joindre Raymond Spinozzi sur son Facebook, identifiant Raymond Spinozzi. Voilà. Donc ça, c'est le message qui m'a de dire, de révéler maintenant. Donc
je te le révèle. Hein. C'est gentil et merci de ta confiance, Jean-Michel. Merci de sa confiance à lui. Et voilà, surtout parce que c'est lui qui m'a dit c'est l'heure maintenant, tu peux y aller. Alors moi je suis des instructions. Hein. Donc, je vous dis les choses. Voilà, donc c'est le lundi de Pâques, le 28, c'est une série d'un premier contact, il y aura d'autres qui contactent derrière. Tout le monde peut y participer sur la planète entière, mais il suffit de se relier, comme on l'a dit là, dans le texte. Voilà. D'accord. Donc, pour ceux qui désirent, en route vers le processus, on pourrait dire, d'élévation spirituelle, à la rencontre de ces civilisations disparues, qui seront bientôt peut-être plus disparues, hein, qu'on va retrouver tranquillement, mais ça demande quand même un travail, une préparation vraiment sérieuse au niveau de l'émotion, au niveau de la réflexion, de l'intelligence, essayer de développer de la profondeur de vision, arrêter de juger rapidement comme ça sans rien comprendre, prendre le temps de bien étudier les choses à fond avant d'avoir une opinion ou un jugement, ça c'est important, et être dans la paix du cœur, se débarrasser de toutes les anciennes croyances, superstitions, blablabla, vraiment se préparer à aller au contact d'êtres qui lèvent la main, qui disent nous sommes prêts à vous rencontrer, mais de grâce s'il vous plaît, soyez prêts, parce que bien sûr on peut dire qu'ils n'ont pas le même aspect que nous. Certains sont différents de nous. Alors, nous pourrons peut-être être étonnés parfois. Alors, il va falloir faire un travail sur soi et être capable de voir au-delà du voile, au-delà de l'habit du moine. On dit souvent. Bien sûr. Donc, voir au-delà de ça. Voilà, bien sûr. Aujourd'hui, je te remercie, Hervé, d'avoir présenté ça. Ben, je te remercie à toi d'avoir annoncé. D'avoir annoncé tout ça, et d'avoir vu encore. Alors désolé. À mon public, on a eu des gros soucis de connexion, donc à certains moments on te voyait mal, tu étais un peu pixelisé, mais on t'entendait bien, et à certains moments on te voyait bien et on t'entendait mal. Donc bon, désolé à mon public, je vais essayer de vite ça. La technique Internet, il faut le savoir, c'est comme malheureusement, c'est voilà la technologie d'aujourd'hui, mais je pense que le plus important c'est de retenir les messages que Jean-Michel nous a donnés là aujourd'hui, qui sont fabuleux et très important, et je te remercie Jean-Michel d'avoir participé à cette nouvelle vidéo et nous donner cet appel à l'Agartha, voilà, donc avant de nous quitter, je te laisse annoncer quelque chose qui va se passer en septembre, qui m'a complètement, encore une fois, retourné. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait non, sérieux. Je t'ai envoyé un mail en disant tu me gardes un billet, c'est sûr, mais je suis content parce que ça faisait un moment que je pensais y aller, et je pense que je pense que Monde Mystérieux va se lancer avec toi dans cette nouvelle aventure. Donc je te laisse l'annoncer rapidement avant de nous quitter. Je te laisse annoncer. Merci Hervé. Alors en réalité, je suis pas l'instigateur. Vous savez que je passe donc sur le grand changement, et là il y a une personne qui est une professionnelle des voyages, qui organise des voyages, qui a travaillé dans des grandes agences de voyage, qui a eu sa propre agence de voyage, et qui s'est mis à disposition du grand changement pour organiser des voyages avec certains animateurs du grand changement, des voyages guidés. Elle m'a proposé, si je voulais, d'intervenir comme animateur dans un voyage qu'elle préparait pour la Bosnie, les pyramides de Bosnie. Ils ont eu la visite des pyramides de Bosnie, donc sur les traces des anciennes civilisations disparues, c'est le cas de le dire, puisque là on a une trace de la Gartha en réalité par rapport aux civilisations disparues des pyramides de Bosnie, et ça se fera en septembre. Alors vous pouvez trouver tout ça sur le site www.isa-vision.com, et là il y a une explication du voyage, ou sinon vous pouvez contacter sur le site, il y a des références, Emmanuel Poisson, qui est l'organisatrice. Moi, je suis simplement l'animateur. Hein. C'est à elle qu'il faut voir pour le voyage. Moi, je serai l'animateur, où on pourra un petit peu discuter de l'utilisation de ces pyramides et comment ça fonctionne. Voilà. Alors, c'est voilà, en septembre qui vient. Voilà, moi, j'aimerais me lancer avec toi, Jean-Michel, pour y aller, parce que je rêve d'y aller, de connaître ces pyramides de très près. D'y aller et voilà, de connaître l'endroit aussi, et je crois que c'est quelque chose d'assez important. Je sais pas si on va avoir l'occasion de rencontrer Semir Osmanagic, je sais pas. Il sera là, mais peut-être que nous, il sera pas avec nous, on le rencontrera bien sûr. D'accord, voilà, on le rencontrera.
peut-être avoir des conférences qu'il fera, bien sûr. Ça sera important. Parce qu'il y a déjà une vingtaine de personnes, je crois, qui sont inscrites. Donc, voilà, c'est Emmanuel Poisson, dont on va voir sur le site. D'accord. D'accord, bah, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, merci encore pour cette annonce, Jean-Michel. Voilà, donc j'invite à tous ceux qui sont intéressés, qui seraient intéressés par ce voyage, de se rapprocher, de contacter Michel, pardon, ou de contacter rappelle-moi son nom. Emmanuel Poisson. Voilà, de contacter Emmanuel Poisson, voilà, de contacter cette personne, parce que c'est quelque chose vraiment qui vaut le coup. Donc, il y a de fortes chances que voilà, que je ferai une vidéo bien sûr pour Monde Mystérieux, et voilà, je t'accompagnerai, Jean-Michel, dans cette aventure. En situation. Et voilà, avec aventure. Exactement. Donc exactement. Peut-être qu'il fera des photos de vaisseau. Voilà, exactement, Jean-Michel, hein, exactement. Ben voilà, donc on va se laisser sur ces dernières phrases. Je te remercie, Jean-Michel. On reviendra ensemble pour de prochaines vidéos. J'espère, voilà, parce que je rappelle au public que tu as un planning énormément chargé. Moi aussi, dernièrement, j'ai été pas mal occupé, je travaille sur d'autres projets également. Mais bon, tu reviendras sur Monde Mystérieux. Que mon public ne s'inquiète pas. Voilà. voilà. Non, ça reviendra au bon moment, il n'y a pas de problème. On va digérer tout ça. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, en même temps, c'est les 2 ans de Monde Mystérieux, donc pour moi, c'est royal d'avoir Jean-Michel pour les 2 ans de Monde Mystérieux, ça fait très plaisir. Et voilà, donc on va se laisser sur ces phrases. Peut-être quelque chose, une dernière fin à la Star Wars, Jean-Michel, si tu veux me faire une fin à la Star Wars. Donc, accueillez les agacés si vous en avez envie, si vous raisonnez avec eux, apprenez à mieux les connaître, envoyez-leur des pensées d'amour, des pensées du cœur, c'est le contact de cœur à cœur. Et comme dirait Obi-Wan, que la force soit avec vous, et surtout, qu'elle y reste. Qu'elle y reste, exactement. Et merci Jean-Michel, et qu'elle soit avec toi aussi, et pour toujours. Voilà, merci infiniment Jean-Michel, et je vous dis à très bientôt sur Monde Mystérieux. Restez nombreux. Je vous invite à voir d'autres vidéos. On va voir d'autres thèmes mystérieux, d'autres histoires mystérieuses. Et tout ça dans le mystère le plus incompréhensible du monde. Voilà, merci Jean-Michel. Et à bientôt sur Monde Mystérieux. Merci Jean-Michel. À bientôt. Bye.